De nous retrouver au cœur de cette édition d'Appel sur le continent. Depuis l'avènement de la République du côté de la France, jamais un chef de l'État n'a été aussi conspué par son peuple. Le cas donc d'Emmanuel Macron, qui depuis notamment son avènement aux affaires le 7 mai 2017 ne cesse d'essuyer revers après revers. Seulement on a l'impression jusqu'ici que le président français ne semble pas bien entendu abdiquer. Du Mali au Niger, en passant effectivement par le Burkina Faso, la politique française sur le continent africain fait l'objet de plus en plus de procès. Les derniers événements en date, c'est donc ce coup de révolution observé du côté du Niger, où la population sortie en masse pour témoigner leur soutien à l'endroit notamment des nouvelles autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont à chaque fois brandi notamment le drapeau russe, déchirant pour d'autres, même brûlant le drapeau tricolore, un signe de protestation contre la politique française qui n'a de cesse effectivement de spolier les pays africains. La France jusqu'ici ne change justement pas ses différentes manœuvres sur le continent africain. Est-ce que le cas nigérien servira finalement d'exemple aux autorités françaises? Là reste et demeure toute la question. Pour en parler avec nous dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent, Gamal Abina, le général de Dieu Issa Diawara, mais surtout le lanceur d'alerte Olive, citoyen engagé, nous ferons le pourtour de cette édition d'Appel sur le continent. Bienvenue à toutes et à tous. Les débats dans un instant. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Et vous avec, merci de nous retrouver au cœur de cette édition d'Appel sur le continent. Gomanda. Pas du tout de tout repos pour le président français Emmanuel Macron qui, bien entendu, essuie des revers par notamment ses concitoyens qui ne supportent plus effectivement sa politique qui est justement conspuée. On parle là effectivement de sa réforme sur les droits de travail, du côté de la France, en passant par sa politique extérieure qui est de plus en plus rejetée par les citoyens, les population africaine. Seulement, au-delà de ce caractère purement et simplement répugnant de la politique française, on a, du moins ça reste encore une impression que la France n'a justement pas prise de ces différentes dérives. En tout cas, la politique française les politiques français restent droit debout, pensant notamment qu'il y a comme une véritable forme d'instrumentalisation de l'opinion africaine. Loin donc de ce réveil annoncé et surtout salué par de nombreux observateurs, la France qui reste donc bien entendu droite dans ses bottes avec sa politique de prédation sur le continent africain. Emmanuel Macron, et bien entendu, qui semble être désormais la voix de l'Europe, va-t-il finalement faire profil bas pour revenir véritablement à de meilleurs sentiments? La reste et demeure toute la question. Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Merci d'être à nos côtés. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est le nôtre. Olivier Roth, merci infiniment d'être à nos côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir, merci d'être invité. Monsieur. Issa Diawara, vous êtes analyste panafricaniste, vous serez à nos côtés bien entendu dans les secondes qui vont suivre. Avant de nous intéresser, très cher monsieur, vu que vous êtes avec nous sur la question de fond, on a à l'idée notamment la situation du côté du Niger, et on vous a pas encore écouté sur cette question, très cher Gamal Abina. On a vu le premier acte fort posé notamment par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est la mise en place la nomination d'un premier ministre. Beaucoup effectivement s'attendaient à ce que les autorités en place puissent marquer ce pas, cet acte qui va davantage montrer plus ou moins cette légitimité. Certes, ils ont cette légitimité qui est bien entendu portée par le peuple nigérien. Est-ce que là on est davantage on est en plein dans cette révolution, parce que pour beaucoup, je parle là de la presse internationale, il n'est pas encore question de parler d'une véritable révolution du côté du Niger, parce que pour eux, le président Bazoum reste et demeure l'homme de la situation. Alors, maintenant que cet acte de nomination a été posé, est-ce que là, on va se dire désormais la page Bazoum est tournée?
Oui, indiscutablement, la page Bazoum est tournée. Alors, vous faites référence à un mouvement révolutionnaire. Je pense que tous ces dirigeants qui viennent d'arriver, rappelons tout de même qu'il y a une continuité géographique. Hein. On voit bien la Guinée, qui est limitrophe, effectivement, tous ces pays qui sont dans la région du Sahel, évidemment le Mali, qui était le premier à ouvrir le bal, puis le Burkina, qui est juste à la frontière du Mali, puis maintenant le Niger, donc ces fameux pays du G5 Sahel. Tous ces pays participent du même principe. C'est des mouvements révolutionnaires qui se réclament d'une indépendance de leur pays et d'une souveraineté. C'est des mouvements qui sont très marqués par l'idée sankariste, finalement, et panafricaine, à savoir, si l'un d'entre nous est touché, ça a été dit récemment d'ailleurs, les autres interviendraient. Et donc c'est une forme de révolution qui est en place, que refuse évidemment le reste de l'Occident, parce que pour eux, ce qui s'oppose à la révolution, c'est la République, sauf que la République est l'enfant de la révolution. Ça, c'est une chose qu'ils ont oubliée. Et donc ces coups de force, comme on les appelle, ou ces prises de pouvoir par des militaires, tout comme Sankara est un militaire, tout comme Kadhafi est un militaire, eh bien ces coups de force donnent quoi? Donnent le sentiment au peuple, et c'est ça qui compte, c'est le peuple. S'il était opposé, ils auraient manifesté, il y aurait eu des échauffourées, il y aurait eu des morts, il n'y a pas de morts. Je rappelle que c'est la révolution blanche, comme en Libye en 69, parce que le peuple demandait la prise de pouvoir par des hommes forts qui avaient à cœur la réussite et la sécurité du territoire et surtout la souveraineté économique. C'est une question qui est très importante, car par rapport à la question du franc CFA, on en parlera si vous voulez bien. Mais il faut rappeler quand même que c'est les mouvements révolutionnaires, effectivement, qui sont portés du bout des bras, par le bout des bras, enfin du bout des bras par le peuple, qui est totalement favorable à cela. Pourquoi? Parce que pendant 8 ans, l'opération Serval voulue par les socialistes français de M. Hollande a été un échec. La sécurité n'a jamais été retrouvée avec des forces considérables, la France et puis des pays européens qui étaient coalisés avec Takuba. Et donc pendant 8 ans, on s'est moqué littéralement de ces malheureuses populations civiles qui mouraient, plus de 30 000 morts quand même, c'est à rappeler. Et surtout pendant 8 ans, on a fait croire qu'il y avait une solution qui venait de l'extérieur. Or, la solution, quand il y a un problème endogène, un problème interne au pays, ne peuvent pas venir de l'extérieur. Elles doivent être réglées en interne avec des moyens. Les Français avaient interdit les moyens aux Africains, on l'a bien compris, sous-équipés, pas d'avions de combat ou très peu, pas de renseignements ou très peu, des zones d'exclusion de nos propres armées du pays, donc c'est quand même très grave, et surtout un mépris évident que même Mohamed Bazoum a commis comme erreur, à savoir nos armées ne sont pas à la hauteur. Il a osé humilier son armée, ce qui est un des éléments qui a déclenché effectivement ce coup de force. Mais il faut se rappeler une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement révolutionnaire qui a montré une certaine unité, c'est en cela qu'on peut parler de panafricanisme, parce que les autres pays se sont solidarisés, a mis en échec la CEDEAO qui a dit qu'elle interviendrait militairement au bout de 7 jours. Les 7 jours se sont écoulés, nous sommes mardi, ça n'est rien passé. Donc c'est une humiliation pour la CEDEAO, il a réellement une humiliation, qui démontre deux choses. La première, c'est qu'elle n'avait pas à dire qu'elle devait intervenir. Ce n'est pas sa prérogative, c'est un groupe économique. Et la seconde, surtout, c'est de dire qu'ils ne peuvent pas donner de leçons à des pays qui disent, mais vous vous rendez compte que la France nous donne des leçons, alors qu'ils ont accepté un coup de force anticonstitutionnel, à savoir le fils d'Idriss Déby qui a été littéralement adoubé par la France. Eh bien, ce coup de force n'a pas gêné les Français parce qu'ils n'étaient pas opposés à la France, alors que là, quand c'est les gens qui sont plutôt favorables aux Français, je parle évidemment par bien de l'État français, à ce moment-là, c'est très mal vu. Après, pour l'autre partie, vous avez évoqué l'impopularité de M. Macron. Il a une petite assise politique en France, c'est vrai, mais il y a une chose qui est quand même positive pour les Africains, et j'aimerais vraiment attirer l'attention là-dessus. C'est que contrairement à tous ses prédécesseurs, M. Macron a une qualité au moins, c'est pas un 20 ans en guerre. Il n'est pas intéressé par une intervention militaire, en aucun cas. Il a beaucoup de défauts, on les connaît, hein, on va pas faire la liste, mais là, de ce côté-ci au moins, si ça avait été un Hollande ou un Sarkozy, on aurait eu des militaires français qui auraient repris par la force le pouvoir. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un homme qui voulait de toute façon se désengager de l'Afrique militairement, parce que ça coûte de l'argent simplement, et un homme qui voulait garantir sa sécurité économique. Donc c'est vrai que Gamal, je reste avec vous. Je souhaite effectivement que l'on puisse davantage évoquer du moins vous semblez faire effectivement une lecture comparée entre la gestion des affaires courantes, passez-moi l'expression, par Macron avec ses prédécesseurs, notamment Hollande et Nicolas Sarkozy. Vous dites que ce n'est pas un va-t-en-guerre, mais on le sait tous, il y a véritablement une dynamique de soft power qui est beaucoup plus mise en place. Et quand on sait aujourd'hui que les Africains ont récusé dans la plus large majorité effectivement le cas Kadhafi, le cas Gbagbo, qui est encore aujourd'hui présent dans la pensée commune. Est-ce que Macron s'est dit, dans le fond, oui, il doit chercher un modus operandi qui est beaucoup plus différent que celui de ses prédécesseurs? Est-ce que c'est simplement au nom de cela qu'il a certainement changé, on va dire, de mode opératoire? Il y a deux raisons à cela. La première raison, son changement d'humeur, c'est pas un changement. Sur la psychologie de Macron, le rapport à l'Afrique est un rapport qui n'est pas de détestation, de mépris ni de racisme. C'est important de rappeler que M. Macron a beaucoup de défauts, je le dis et le répète, hein, mais il n'est pas raciste.
qui est quand même assez exceptionnel par rapport à beaucoup de dirigeants antérieurs. Mais surtout, il n'a plus les moyens, il le sait parfaitement, c'est même qui compte. Il n'a pas les moyens de mener d'emmener une expédition militaire en dehors des frontières de la France. Déjà, en Libye, c'est les Américains qui étaient à la manœuvre et qui ont pu porter littéralement l'action contre Kadhafi parce que effectivement les Français ne pouvaient pas le faire seuls. Eh bien, M. Macron le sait et dans son esprit, il se dit mieux vaut avoir une politique douce et d'accalmie plutôt qu'une politique d'affrontement. Ça paraît surprenant quand on voit le traitement des Gilets jaunes en France, par exemple, où il était violent, ou même des banlieues, mais il n'en demeure pas moins que vis-à-vis de l'Afrique, M. Macron veut ce rapport de séduction qu'il met en place. À chaque fois qu'il va en Afrique, c'est toujours pour montrer que c'est le pote, quoi, quasiment. Cette façon de taper sur les épaules des gens, cette façon de ne pas s'énerver quand on l'humilie, parce qu'il était humilié par Tshisekedi, quand même, faut se rappeler de ça. Pour autant, il ne s'énerve pas. C'est quelqu'un qui se dit, il vaut mieux que la France fasse comme l'Angleterre, qui est son modèle d'ailleurs, joue la carte du Commonwealth, faire en sorte de calmer un peu les tensions, de montrer qu'on n'est pas finalement agressif et de conserver les relations économiques avec ces pays. Alors, il est vrai qu'il est très énervé parce que là, le risque avec Orano par rapport à cette exploitation d'une ressource essentielle pour la France, même si c'est 30% des approvisionnements, c'est quand même important, eh bien, ce risque est réel. Et en même temps, il se dit, s'il joue un peu le dos rond et je laisse les Africains travailler entre eux, je serai pas perçu comme un néocolonialiste, ce qu'il ne veut surtout pas être. Et j'en veux pour preuve, par exemple, que M. Tebboune en Algérie s'est opposé farouchement à l'intervention militaire. Les Français n'ont pas dit un mot là-dessus, ils n'ont pas critiqué. Et on voit bien que même la Côte d'Ivoire aujourd'hui recule. Pourtant, c'est quand même un peu l'homme de la France qui est de pouvoir. Eh bien, il a dit non, finalement, l'intervention militaire, mauvaise idée. Pourquoi? Parce que ce serait un conflit régional qui serait extrêmement grave et extrêmement dommageable pour les populations locales, déjà pour commencer, puis surtout pour l'image de l'Afrique. Donc c'est vrai que Macron ne joue pas la carte militaire, il est très en colère, on le sait, parce que Bazoum il le fait évidemment, mais il n'en demeure pas moins, c'est pas lui qui interviendrait s'il devait intervenir. Si on doit s'inquiéter, ce serait une intervention américaine peut-être, ou d'une généralisation du conflit sur la folie d'un dirigeant quelconque d'ailleurs, pas le Nigeria parce que le Parlement s'y opposait, mais c'est ça le risque, c'est qu'il y ait un conflit régional qui, je le rappelle tout de même, n'est quasiment jamais arrivé en Afrique jusqu'à présent. On n'a pas un conflit important de haute intensité, donc le risque est là. Mais c'est vrai que M. Macron ne s'inscrit pas dans une démarche va en guerre. Pourtant, tout semble effectivement se mettre en place. Gamal Abina, nous restons avec vous pour cette guerre globale. Il y a d'ailleurs quelques minutes de cela, le gouvernement algérien a annoncé effectivement un fort déploiement militaire sur, on va dire, la frontière entre son pays et le Niger. Je rappelle que les deux pays partagent une frontière longue de près de 1000 km et on annonce ce fort déploiement des uns et des autres sur, du moins ce qui surferait sur l'hypothèse d'un véritable déclenchement d'une bombe au cœur du Sahel. Les uns et les autres s'activent, pourtant dans les commentaires on a plus ou moins l'impression qu'on s'éloignerait d'une véritable guerre globale. Est-ce que de votre avis, Gamal, on se rapproche ou alors on s'éloignerait de cette guerre globale? Alors la volonté guerrière qui était présente dès le départ avec la CEDEAO, qui était stupide de demeurant, je le rappelle. Alors, je rappelle encore une fois que la CEDEAO c'est pas un organisme de sécurité, c'est un organisme économique. Et qui fait des leçons. Je rappelle que la CEDEAO a été fondée par deux militaires qui n'étaient pas du tout des généraux, qui n'étaient pas du tout le Togo et le Nigeria, qui n'étaient pas du tout des civils, hein, donc il faut quand même arrêter la blague. Et je rappelle surtout que si on commence à donner des leçons à un coup de force dans une région d'Afrique, en l'occurrence le Niger, c'est parce qu'il y a des paniques. On commence à dire, c'est que les autres pays de la CEDEAO qui se prétendent démocratiques, on peut en discuter des principes démocratiques, commencent à paniquer parce qu'ils m'attendent. Qu'est-ce qui se passe là? 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis ça va plus s'arrêter. Alors le risque, effectivement, le vrai risque, c'est qu'il y a déjà une guerre civile, quasiment une guerre civile au Soudan qu'on n'arrive pas à résoudre, une guerre civile en Libye qui dure depuis 10 ans, des échauffourées qui ont repris avec le Sahara occidental et le Maroc, évidemment une instabilité chronique avec le Sahel, avec la Zawad mélangée aux islamistes, à tous les courants islamistes qui s'affrontent entre eux et qui affrontent l'État central, et les différents États qui commencent à faire des tensions et des menaces. Donc c'est la pire solution qui puisse être de dire on va menacer un État souverain, qui est chez lui quand même, ils font ce qu'ils veulent chez eux, parce qu'on n'aime pas le gouvernement qui a été pris ou qui a déposé un autre gouvernement antérieur. Là, il y a un problème en termes de politique, de gestion de la relation d'État à État, et surtout au nom de quoi la CEDEAO répondrait à une injonction qui serait faite de la part de l'Occident en vérité. Qui peut dire à la CEDEAO pousser à la guerre? Si c'est pas quelqu'un qui leur a dit de faire à leur place, c'est un peu le sentiment que ça donne. Ce qui rassure, c'est que les gens de la CEDEAO ont peur parce qu'ils se rendent bien compte que l'Algérie a sorti ses troupes. C'est vrai, vous avez raison, ils sont formellement opposés. Tebboune en a parlé, il a dit c'est bon, vous avez vu ce qu'on a fait à la Syrie, à la Libye, au Soudan, à la Somalie, à l'Irak, multiplier les pays dans lesquels on a détruit systématiquement l'infrastructure, les économies, puis surtout les populations sont mortes par millions. Hein. Je rappelle, rien que pour donner une idée de l'intervention occidentale, pendant que les Américains faisaient la fête, au Moyen-Orient, plus de 5 millions de morts. C'est ça.
la gloire et la démocratie américaine. Donc, faut pas que ça arrive en Afrique. Et effectivement, c'est bien que les Africains se battent, enfin se débrouillent entre eux dans leurs questions internes, mais au niveau de l'État, pas au niveau des interventions extérieures. Chaque fois qu'un État intervient à l'extérieur, ça fait des guerres qui n'en finissent plus. Et ceux qui souffrent évidemment le martyre restent les populations civiles qui sont toujours exposées. Merci à vous. On va effectivement donner la parole à Olivier tout à l'heure, notamment sur le cas de la position des leaders de la CEDEAO. Olivier, on les a vus d'ailleurs très engagés pour apporter effectivement une médiation, voilà, une médiation entre la Russie et l'Ukraine. On se serait attendu effectivement qu'il y ait cette même approche sur le cas nigérien aujourd'hui. Pourtant, ils sont davantage dans une posture va-t-en-guerre, que ce soit le Nigeria, que ce soit la Côte d'Ivoire et bien certains d'autres pays qui ne souhaiteraient pas jouer un seul moment effectivement la carte de l'apaisement. Comment expliquer véritablement ces bons offices que la CEDEAO elle est prête effectivement à offrir, notamment à des pays qui sont très éloignés de leur territoire, et lorsqu'il s'agit d'un État beaucoup plus proche, on est voilà, tout enclin à prêter le flanc à une véritable guerre civile, quand on sait quand même que cette guerre, qu'elle soit militaire, qu'elle soit civile, qu'elle soit ethnique, aura des conséquences bien entendu à tout point de vue sur, du moins dans tout le Sahel. En étant très honnête avec vous, on va dire qu'au début, ils se sont vraiment enflammés. On a bien vu comment ils ont lancé les choses en fait au démarrage. Et quand ils ont vu comment ça se passait un petit peu au Niger, on pourrait dire aujourd'hui qu'ils y vont un peu plus piano. D'ailleurs, ils attendent une nouvelle réunion qui aura lieu jeudi, où ils vont tous se regrouper pour parler un petit peu de la situation. Mais ils avaient mis un ultimatum. On ne sait pas très bien pourquoi, puisqu'à la fin de cet ultimatum, en fait, il ne s'est absolument rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine? Ils ont regardé un petit peu comment que ça se passait au Niger et autour du Niger, et ils ont vu qu'il y avait une grande concentration de personnes et la population qui a suivi derrière pour soutenir ces actes. Et aujourd'hui, la CEDEAO, ils sont postés, l'ultimatum est terminé et ils attendent jeudi. Donc, le va-t-on en guerre ou pas? Moi j'ai l'impression, et je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit aujourd'hui, d'ailleurs vaudrait mieux pas que ça se passe comme ça, et j'espère que ça se passera pas comme ça, mais on sent bien qu'ils sont en train de réfléchir un petit peu à reculons, et aujourd'hui ils passent un petit peu pour des imbéciles d'ailleurs, parce que je vous le répète, quand on annonce un ultimatum, tout le monde attendait avec effroi et avec peur ce qui pourrait se passer dans la nuit de dimanche à lundi, et il s'est absolument rien passé. Et je pense sincèrement qu'il se passera absolument rien. Il y aura une réunion jeudi et je pense que ça serait pas mal d'ouvrir les portes. Alors on verra bien comment ils vont réagir à travers cette réunion, mais je pense qu'ils vont essayer d'engager des discussions et qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. En tout cas, c'est ce que je vois moi aujourd'hui. Et pour parler d'Emmanuel Macron d'ailleurs aussi, ça fait 4 jours qu'il n'a pas ouvert la bouche sur le sujet. On ne l'entend absolument plus. Il a été très virulent au début. D'ailleurs, il a très très vite reculé sur ce qu'il avait pu dire. Et puis là, il est complètement aux abonnés absents. Emmanuel Macron est en train de faire du jet ski et en train de se baigner puisqu'il est en vacances. Et on ne l'entend plus du tout parler à ce sujet. Alors Olivier, je reste avec vous, notamment pour évoquer, et on l'a dit tout à l'heure avec Gamal Abina, ce premier acte, on va dire, officiel porté par les autorités du Conseil national pour la souveraineté de la patrie, quand d'aucuns planchaient effectivement sur un retour en grâce de M. Bazoum, et voilà qu'ils sont en plein dans l'exercice, on va dire, finalement, de cette transition avec la mise en place d'un Premier ministre. Alors, la page Bazoum, elle est d'ores et déjà tournée, première défaite pour l'impérialisme occidental. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment tournée. Enfin, moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord sur ça. Je pense que nos dirigeants, malheureusement, ne pensent pas que cette page, ils n'ont pas tourné la page. Moi, je ne pense vraiment pas ça. Je pense qu'ils vont essayer de rentrer dans des pourparlers pour essayer de le remettre en place. Les gens qui pensent que cette page est tournée, en tout cas pour nos dirigeants français, moi, je n'y crois absolument pas. Sincèrement, je n'y crois pas. Mais vraiment pas du tout. Alors, donc, vous croyez à un retour en grâce de M. Bazoum comme président de Alors, de moi, la je ne République? crois pas en retour, mais je crois que nos gouvernants vont essayer de ramener un retour. Je pense qu'aujourd'hui, eux, leur but, c'est de le ramener et de certainement pas tourner la page et de passer à autre chose. J'ai pas l'impression que nos gouvernants aujourd'hui
veulent avancer dans cette décision-là. Alors je vous parle pas du peuple français, hein, je vous parle de nos gouvernants. Mais il suffit d'allumer la télévision française aujourd'hui. Hein. Ils disent que c'est anti-républicain, anti-démocratique, qu'ils veulent le retour du président qui avait été élu démocratiquement. Hein. C'est ce qu'on tabasse aujourd'hui à la télé en France, Olivier, et c'est ce qu'on essaye de marteler heure après heure. Olivier, mais au nom de quoi le gouvernement français va finalement, je vais dire, prendre la place du peuple nigérien qui, en lieu et place, a finalement adouber cette révolution qui est mise en place, c'est reconnu notamment derrière les autorités. On en a d'ailleurs pour preuve les manifestations, l'organisation nous permet d'avoir notamment cette grande manif dans le stade, je crois, de 30 000 places pour bien entendu apporter leur soutien. Alors comment est-ce que la France, depuis votre pays, pourrait croire à un moment donné que l'opinion française devrait remplacer véritablement cet acte officiel mené sur le terrain par la population nigérienne? Ah mais alors là, je vous rejoins à 100% et je pense que la plupart des citoyens français seraient entièrement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut écouter la voix du peuple, mais les gens qui pensent qu'Emmanuel Macron et sa politique est pour écouter la voix du peuple, vous vous trompez complètement. Emmanuel Macron, aujourd'hui, règne comme un roi sur son trône et a l'impression de pouvoir décider de tout. Alors, bien sûr, il va pas le faire tout seul. Avec cette fédération de la CEDEAO, il va essayer d'intervenir et ils vont essayer d'intervenir. Moi, j'en suis persuadé à travers les pourparlers qu'ils vont essayer d'engager à travers ça, en expliquant et en martelant qu'il y a eu un président qui a été élu démocratiquement et que c'est antidémocratique de réagir comme ça. Et je pense qu'ils vont essayer de tout faire jusqu'au bout pour pouvoir le remettre en place. Moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de vous dire très sincèrement, je ne vois pas Emmanuel Macron dire, bon, eh bien écoutez, les militaires ont pris le pouvoir, le peuple est d'accord, alors allons-y comme ça. Parce que s'il fait ça, je peux vous assurer qu'il se met en porte-à-faux et il a peut-être peur que ça se passe un jour comme ça aussi dans son propre pays, parce que le peuple français en a ras-le-bol des décisions gouvernementales et en a ras-le-bol d'Emmanuel Macron. Moi, je soutiens à 100% ce qui est en train de se passer au Niger aujourd'hui et très sincèrement, c'est un doux rêve que je pourrais faire et de voir la même chose se passer dans notre pays. Merci à vous. Issa Diawara, je vous retrouve très rapidement. Il y a notamment cette expression qui revient en boucle à chaque fois. Le président Bazoum a été élu par le peuple et de manière triviale, on ne cesse de le rappeler, du moins par... Alors, on fait savoir qu'Issa Diawara nous a quittés. Je vais plutôt retrouver Gamal Abina avec cette préoccupation. On fait savoir que M. Bazoum a été élu par le peuple nigérien. Et si le peuple n'est plus d'accord avec vous, n'est-ce pas là l'expression la plus aboutie de la démocratie? Si, absolument, mais la question démocratique est une question qu'on peut interroger. D'abord parce que la démocratie, c'est pas un sacerdoce, c'est pas la réussite parfaite. Moi, je crois en l'état de droit, sauf que des démocraties occidentales, on en parle beaucoup, hein, on niait le principe démocratique lorsque le peuple n'est pas d'accord. Vous avez fait référence tout à l'heure à cette fameuse réforme des retraites, 80% des Français étaient opposés à cela. Eh bien, ça a été imposé de force. Donc déjà, le principe démocratique est inexistant. Ensuite, lorsqu'un homme est élu comme M. Macron avec 30% au premier tour, c'est vrai, mais en réalité avec 16% dans l'absolu, des vrais votants, quoi. Eh bien, la démocratie par une infime minorité peut être interrogée. C'est-à-dire que 84% de la population n'était pas forcément d'accord. Et puis surtout, la démocratie, c'est quoi? C'est le principe parlementaire. C'est pas un homme qui décide. Il y a un gouvernement et un parlement. Le parlement est aphone aujourd'hui. Les 49.3 autorisent systématiquement à faire passer des lois que le parlement n'a pas négociées, ce qui est quand même antidémocratique. Et là, on se rapproche de plus en plus d'une démocratie de type un peu de polichinelle. Parce qu'en vérité, à part la mise en scène démocratique des élections qui coûtent cher avec une destruction des forêts pour faire des papiers inutiles, mettre ça dans les bulletins de vote et finalement avoir un résultat qui n'est pas conforme aux attentes de la population, eh bien, la démocratie peut être interrogée à plusieurs points de vue. Je prends l'exemple de la guerre d'Irak en 2003. L'Angleterre, donc le dictateur qui était en place, élu démocratiquement, mais dictateur quand même, va faire la guerre contre le Conseil de sécurité de l'ONU, va faire la guerre pour tuer des populations irakiennes. Eh bien, cet homme, John Major, pour être très précis, si je ne me trompe pas, s'autorise à faire une guerre qui est non seulement pas valable sur un plan droit international, qui est antidémocratique. 5 millions d'Anglais sortent dans la rue, à Londres, pour s'opposer à la guerre. Eh bien, ce grand démocrate a fait la guerre en ne tenant pas compte des réalités de sa population. La démocratie, c'est de demander à son peuple s'il est d'accord pour faire une chose. Si on ne lui demande pas, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. C'est qu'il y a une décision qui est prise d'autorité par la tête de l'État. Et là, on dit aux Africains, soyez démocrates. Je viens l'entendre, faire la démocratie, c'est un luxe, pour commencer. Ça coûte cher,
c'est compliqué. Les gens qui ont faim, ça ne les intéresse pas. Et quand on dit le ventre vide n'a pas d'oreille, eh bien, ventre vide ne s'intéresse pas à la démocratie. Ce qui les intéresse, c'est le minimum de qualité de vie. Avoir ce qu'on appelle les principes basiques, se loger, se nourrir, c'est l'éducation. Si on n'a pas ces éléments réunis, quel intérêt de faire une démocratie? Et tous les États occidentaux qui se sont modernisés l'ont fait par des régimes qui étaient autoritaires, qui n'étaient pas du tout démocrates. Alors on se rappelle à chaque fois que la modernisation a pas forcé, c'est fait en Angleterre, comme en Italie, en Allemagne, en France, par des régimes très dirigistes. Bilan des courses, ça a modernisé le pays et après la démocratie est arrivée. Tant qu'on n'a pas de sécurité, on ne peut pas parler de démocratie. On a essayé en Irak en 2014 de faire des élections, et bien quasiment 9 ans plus tard, c'est toujours la guerre. La démocratie n'est pas un sacerdoce, c'est pas la fin des moyens. Ce qui est important dans un pays, c'est le respect d'abord du droit individuel, ensuite du droit entrepreneurial, que les gens puissent travailler dans la sécurité, et ensuite des élections in fine, peut-être, pourquoi pas, si tout va bien. Mais si on n'est pas capable d'assurer le minimum de subsistance et la sécurité dans des pays, à quoi sert de faire des votes? Et ça pose problème. Donc c'est vrai que la question démocratique, on présente ça comme l'alpha et l'oméga, la réussite totale, est un mensonge. Et j'en veux pour preuve, pour finir mon propos, on prend l'exemple de la Chine. La Chine n'a jamais été une démocratie. C'est juste un chef qui est élu par le Parti communiste, donc qui est élu par ses amis. Eh bien, ça n'a pas empêché la Chine de devenir la deuxième puissance économique mondiale et bientôt la première. Donc la démocratie n'apporte pas nécessairement le développement, loin s'en faut. Donc c'est vrai que de parler à chaque fois de démocratie de façon obsessionnelle pour dire la démocratie c'est un ange qui vient du ciel et qui vous fera du bien, et si vous n'êtes pas des démocrates, eh ben c'est que vous devenez des barbares, c'est une vaste plaisanterie. Aujourd'hui l'Afrique n'a pas besoin de démocratie, même si c'est un bien, ça peut fonctionner. L'Afrique a besoin de sécurité d'abord militaire, donc la sécurisation des frontières et de la terre du pays, et ensuite de sécurité économique. Comment faire pour que les gens puissent manger normalement et puissent être éduqués, aller à l'école, avoir un toit sur la tête, le minimum légal. Ces questions-là n'existent pas en Afrique, malheureusement. Ali, Issa, vous êtes à nos côtés, bonsoir à vous, bienvenue. Oui, bonsoir, Diawara, vous me recevez à nos côtés. Vous me recevez? Issa Diawara, est-ce que vous entendez? Oui, je vous reçois bien. Allez, merci. Ouais, merci infiniment. Nous vous recevons parfaitement et puis avec vous, on va entrer effectivement pour commenter à votre niveau le premier acte posé par les autorités en place du côté du Niger. On parle de la nomination effectivement d'un premier ministre et on a suivi Olivier tout à l'heure. Pour lui, c'est un non-événement pour les médias hexagonaux qui restent en tout cas qui pensent Dieu comme faire qu'il faudra œuvrer pour le retour aux affaires, le retour en grâce donc du président de monsieur Mohamed Bazoum. Est-ce que pour vous la page Bazoum est définitivement tournée? Merci de recevoir tous mes salutations. La page Bazoum, elle est tournée. Elle est tournée parce que Bazoum, s'il doit revenir, il doit régner sur qui concrètement? Quel est le militaire nigérien aujourd'hui qui doit obéir à Bazoum? C'est pas possible. S'il revient, il doit être surveillé, accompagné par des militaires. L'armée nigérienne, dans son ensemble, dit non à M. Bazoum. Ou bien, si Bazoum ne pourra revenir que dans un seul contexte, si on est prêt à remplacer les Nigériens par, en tout cas, d'autres populations de la CEDEAO, c'est-à-dire, si on est prêt à changer définitivement l'armée nigérienne et la remplacer par une armée, bien sûr, apportée par la CEDEAO et peut-être ses parrains occidentaux. Sinon, en aucune façon, si vous avez, même si vous descendez au niveau des sous-officiers ou des hommes de rang de l'armée nigérienne aujourd'hui, personne n'est prêt, en tout cas, à avoir Bazoum comme président. Dans ce cas, il va régner sur qui? Un président, ça suppose en tout cas qu'il y a une sorte, en tout cas, de respect, de soumission, de considération à l'égard d'une autorité. Aujourd'hui, Bazoum n'est plus une autorité pour les militaires nigériens. Alors, comment Bazoum peut revenir? Je pense même les Américains qui sont dans cette discussion ne sont pas aussi utopiques jusqu'à ce point. Et on ne peut pas aussi rêver jusqu'à ce point parce que, vous savez, quand on veut la main, on demande des bras. C'est ça que moi je vois. Et on dit, bien sûr, on souhaite un retour de Bazoum. On place un peu les choses, et là, on met la barre un peu beaucoup plus à la hauteur pour demander en tout cas le minimum. Le minimum, c'est vouloir en tout cas faire participer les collabos occidentaux dans un gouvernement qui doit voir les jours. Et je vois plutôt un gouvernement consensuel, un gouvernement de large en tout cas participation. Je vois un gouvernement de mission
et je vois les organes de la transition tels que les CNT pouvoir faire participer même les Colombo occidentaux à ces organisations, les nominations, les postes clés, c'est-à-dire les ambassadeurs et autres, voir comment maintenant faire participer tout le monde à cela. Mais pour moi, le poste du président de la République, c'est un poste déjà à lever. Deuxième poste déjà à lever, c'est le poste du Premier ministre. Et les militaires qui ont pris le pouvoir ont compris qu'il ne faut pas faire, en tout cas, mettre les postes du Premier ministre sur la table de discussion. Donc ce poste a été enlevé de toutes les discussions. Maintenant, pour moi, tous les autres postes, bien sûr, sont discutables, sont négociables. Et c'est ça le prix. À défaut de cela, il faudrait peut-être marcher sur les militaires qui ont pris le pouvoir et sur une grande partie de la population du Niger. Et bien sûr, un carnage, un bain de sang, un génocide, sans oublier que ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui majoritairement, c'est bien sûr aussi les Hausa à la frontière avec les Nigérias, et c'est aussi les Zerma qui sont d'origine malienne, et c'est aussi des peuples que Bazoum avait traité d'être des terroristes. Vous cumulez ces trois communautés, vous retrouvez à plus de 80% bien sûr des populations du Niger. Et il y a des minorités aussi qui se retrouvent. Pour moi, nous allons au-delà des positionnements communautaires. N'oubliez pas que le Nord, le Sénat, les populations du Nord du Nigeria, qui ont leur émir dans les discussions, ce n'est pas gratuit qu'on a envoyé un émir du Nord du Nigeria discuter avec ses militaires. C'est parce que ce coup de force est largement soutenu par les populations Haoussa et les Zerma qui sont majoritaires au niveau du Niger. Et aujourd'hui, faut-il aller vers un génocide? Faut-il massacrer ces populations? Et je pense que c'est là, en tout cas, le grain de sable dans la porte de la CEDEAO. Sans oublier que le Mali et le Burkina qui se positionnent, qui sont prêts à intervenir militairement avec la bénédiction de l'Algérie de l'autre côté. Ce n'est pas gratuit. Le Mali et le Burkina ne pouvaient pas déclarer une guerre à la CEDEAO sans avoir au préalable discuté avec l'Algérie. Et au même moment, n'oubliez pas que le chef d'état-major de l'Algérie était en visite à Moscou. Donc c'est des choses qui vont bien au-delà de cela. Et je pense aujourd'hui, la Russie concrètement ou la Chine n'ont pas aussi d'intérêt dans la zone Afrique de l'Ouest comme les États-Unis, comme la France et autres. Donc une guerre, bien sûr, ne va pas profiter aux multinationales occidentales qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que le Mali, le Burkina veulent gagner du terrain. Ça, c'est une logique, c'est une réalité. Et l'Algérie veut gagner du terrain, c'est une réalité. Qui ne veut pas perdre du terrain, c'est la France, ce sont les États-Unis. Donc toute guerre en Afrique de l'Ouest, c'est en défaveur de qui? Bien sûr, c'est en défaveur du bloc occidental. Je pense Macron, aussi limité qu'il puisse être, ne va pas s'hasarder à risquer une opération parce qu'il est arrogant. L'erreur de Macron, c'est l'arrogance. Et quand on est arrogant, on cesse de raisonner. Et malheureusement, on court à sa perte. Je vous remercie. Merci. Olivier, vous souhaitez apporter quelques éléments de précision et tout à l'heure, sur le cas, en tout cas l'hypothèse d'un retour de M. Bazoum, on précise quand même que lui-même aurait a donc signé sa démission. Donc le risque de le revoir aux affaires est véritablement infini. Et ce que dit tout à l'heure le général Issa Diarra est que, eh bien, il y a cette forme de pression qui est mise sur les autorités en place au fond de parvenir peut-être à un véritable compromis parce que d'une manière intrinsèque, tout le monde le sait aujourd'hui, M. Bazoum ne pourrait plus exercer en tout cas la fonction présidentielle au Niger. Non mais moi, avec tous les respects et bonsoir général, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire le général. Et d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Et la majorité du peuple français est tout à fait d'accord avec ça. Et ça va dans toute sa logique. Ce que je veux juste expliquer aujourd'hui, c'est pas le peuple français. Je vous parle vraiment de Monsieur Macron. Le vrai problème qu'il a, lui, avec tout ça, c'est que pour ses intérêts personnels et ses intérêts politiques et ses intérêts financiers, aujourd'hui, forcément, il va s'y perdre là-dedans. Il a martelé pendant des jours et des jours et des heures, on l'a vu, hein, sa seule parole a été « il faut le retour ». De Bazoum, et je suis entièrement d'accord qu'il n'est absolument plus légitime et qu'il ne faut pas son retour. C'est pas du tout ce que moi je suis en train de dire, mais juste pour répondre au général, c'est la dernière intervention de Monsieur Macron, c'était il faut absolument remettre le retour de Monsieur Bazoum qui a été élu et patati et patata, tout ce qu'il a pu raconter. Je veux bien qu'on se comprenne bien à 100% et je veux que le général nous comprenne bien. On est absolument, nous, d'accord avec tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Maintenant,
comment va réagir Emmanuel Macron, lui seul le sait. C'est vrai que du coup, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, surtout qu'il y a une démission qui a été signée après de l'autre côté. Mais forcément, connaissant un petit peu la politique de mon pays, je ne pense pas qu'ils vont se laisser faire à 100% et perdre tous leurs intérêts, on va pas se mentir, hein, économiques aujourd'hui avec l'Afrique. Donc, je reste en suspens de voir ce qui va se passer cette semaine à travers toutes ces réunions qui sont en préparation. Et juste pour répondre, et je finirai là-dessus, est-ce que Emmanuel Macron verra l'intervention militaire française? Je ne pense pas non plus, puisque comme d'habitude, il se servira des autres pour les envoyer devant si demain il doit se passer quelque chose, et pour arriver en bon samaritain à la fin, en disant qu'il vient pour apaiser et pour ramener de la justesse à travers tout ça. Moi, c'est ça qui me fait peur aujourd'hui. Connaissant Emmanuel Macron et sachant comment il est vicieux, puisque c'est quelqu'un de très très vicieux, et on l'a bien vu en France comment ça s'est passé depuis des années, j'ai bien peur qu'il lâche pas comme ça, très sincèrement. Il y a des intérêts pour lui qui sont énormes, et je le répète, j'ai bien peur qu'il ne lâche pas comme ça en claquant des doigts. On redonne la parole et je crois que dans la seconde dorsale notamment, messieurs, on va tenter d'apprécier la politique africaine effectivement d'Emmanuel Macron qui est de plus en plus conspuée sur le continent africain. Seulement, on a l'impression que rien ne bouge, en tout cas pour changer la donne et parvenir à une politique beaucoup plus humaniste. On y reviendra après que l'on ait écouté les téléspectateurs. Tout d'abord, Issa Diarra, je vous donne la parole effectivement sur l'hypothèse d'une intervention militaire. Les uns et les autres se sont exprimés sur cette question et je voudrais singulièrement vous écouter davantage sur cette question. Vous êtes plus proche de nous, vous êtes plus proche du Niger par rapport à quiconque sur ce plateau. Alors, il y a donc un ensemble de mouvements observés. Hier déjà, Olivier, on en parlait autour de ces soldats qui seraient quittés de l'Afrique centrale pour, bien entendu, se mettre en position dans les différentes, du moins sur la frontière du Niger pour essayer d'être prêtes en situation, en tout cas, de guerre pour pouvoir intervenir. Et en journée, on a vu en tout cas le fort déploiement militaire de l'Algérie qui a rapidement sécurisé les près de 1000 km de frontières qu'elle a avec que le pays a avec le Niger. En tout cas, tout semble préciser effectivement que l'on se dirigerait vers une véritable guerre au cœur du Sahel. Seulement, nul n'est l'élément déclencheur. Chacun est prudent et déploie ses éléments sur le terrain. Est-ce que de votre avis, des informations qui vous remontent, Issa Diarra, l'hypothèse, on se rapproche de l'hypothèse d'une guerre ou alors le conflit, du moins le cas nigérien, se réglera finalement par des négociations plutôt que par la guerre? Vous savez, je vais d'abord rassurer mon cher Olivier que nous comprenons la position en tout cas du peuple français. Maintenant, c'est que j'aimerais qu'ils comprennent. Nous sommes des fins aussi connaisseurs en tout cas du système France-Afrique. On est dedans, ça fait un moment. La France-Afrique n'a même pas le kilo d'intervenir au Niger. Nous le savons, quand le Mali, le Burkina déclarent la guerre, et je dis une fois de plus, ils sont adossés à l'Algérie. Et quand vous parlez en tout cas de ces déploiements des militaires algériens, ce n'est pas pour sécuriser la frontière de l'Algérie. Non, faites attention. C'est bien sûr pour montrer que nous sommes prêts aussi à franchir la frontière. Parce que l'Algérie ne va pas se laisser adouber une deuxième fois. L'OTAN, en déstabilisant la Libye, avait déstabilisé la frontière de l'Algérie. Une autre frontière de l'Algérie qui a été déstabilisée, c'est la frontière avec le Mali. Et une troisième frontière qui devait être déstabilisée, c'est la frontière avec le Niger. Et là, c'est hors de commun. Et puis l'Algérie, il y a un gazoduc transsaharien qui doit passer par le Niger et atteindre l'Algérie. L'Algérie a, dans sa géopolitique, en tout cas, intérêt à avoir un régime au Niger qui lui soit beaucoup plus fréquentable que le régime de Bazoum, bien sûr, à partir duquel, parce que là, il sera question pour l'Occident d'échapper au gaz russe et bien sûr de venir se jeter entre les mains de l'Algérie. C'est aussi pour parler de la puissance de l'Algérie. Le Mali et le Burkina ont leur intérêt dans ces... Il faut voir l'intérêt de chaque, en tout cas, un pays qui prend parti. Le Burkina et le Mali, bien sûr, vont voir un allié occidental de plus, en tout cas, tomber, retourner contre l'Occident et devenir l'un de leurs. Donc, et le Mali et le Burkina sont totalement dans un combat panafricain. Pour eux, c'est l'Afrique totalement qu'il faut libérer. Et dans ça, ils sont alliés à la Russie, à l'Algérie et à d'autres puissances. Et aujourd'hui, un pays comme le Niger, le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest,
dorénavant, il revient politiquement et militairement, devient allié du Mali et du Burkina. Mais c'est tant mieux pour eux. Maintenant, ce que mon frère Olivier devait comprendre, ce n'est pas connaissant Macron, ce n'est pas connaissant la politique des autorités françaises, c'est connaissant surtout dorénavant la politique africaine. Qu'est-ce que les Africains sont dorénavant capables? Qu'est-ce que les Africains peuvent dorénavant opposer à l'Occident? C'est là que se trouve le débat. Sinon, nous savons les désirs, nous savons les ambitions, nous savons en tout cas la capacité, en tout cas de l'impérialisme occidental à vouloir assujettir ces États africains. Et ils sont tout à été dans ça. Maintenant, la chose peut-être échappe dans son analyse, c'est quoi la véritable nouvelle puissance africaine? Jusqu'à quand l'Afrique est aujourd'hui à mesure de tutoyer la France? Quand le Mali dit par exemple à l'ambassadeur de la France, tu plies bagage et tu dégages. Quand les autorités du Burkina sont à mesure de dire à des forces spéciales de la France, écoutez, pliez bagage et partez, et puis Ouagadougou ne va pas tomber. Mais ça, 20 ans en arrière, ce n'était pas possible. C'est aujourd'hui cette Afrique qui émerge, avec des jeunes officiers à leur tête, comme l'était peut-être De Gaulle à son temps. Aujourd'hui, ces jeunes officiers n'ont pas peur du diable. Ils n'ont peur de rien. Ils sont prêts à leur sacrifice ultime. Or, l'Afrique manquait jusque-là peut-être des gens courageux à ces points. Ce qui avait manqué à l'Afrique, ce n'était pas des dirigeants de Trump, de Goïta ou de Thomas Sankara. Mais c'était une union en Afrique. Pour une fois, vous avez 3 États africains. C'est du jamais vu dans l'histoire africaine, qui déclarent la guerre à l'Occident. Si l'Occident tente quoi que ce soit au niveau du Niger. Parce que nous savons qui est derrière la CEDEAO. Donc, concrètement, dans cette histoire, l'Algérie, ce n'est pas sécuriser la frontière. Non, c'est une force en alerte. Et des militaires algériens positionnés à la frontière de l'Algérie, sur plus de 1000 km. Mais qui doit contrôler la fourniture d'armes de l'Algérie aux militaires nigériens? Qui peut garantir cela? C'est une façon de ravitailler à suffisance. Et puis entre Algériens et Nigériens, mais comment vous pouvez les confondre? Vous ne pouvez même pas. C'est déjà, il suffit en tout cas que les militaires algériens portent des treillis nigériens pour qu'ils deviennent militaires nigériens. Vous ne pouvez pas les dissocier physiquement. Vous ne pouvez pas les dissocier sur le plan physionomie. Ce qui est le déploiement de l'armée algérienne était bien sûr une façon de combattre l'Occident, mais peut-être à travers les treillis nigériens, comme l'Occident, comme l'OTAN est en train de le faire en Ukraine. C'est l'OTAN qui combat la Russie en Ukraine, mais en portant des treillis des militaires ukrainiens. Et nous savons tous que ce sont les 31 États de l'OTAN qui sont en train de se battre contre la Russie en Ukraine. Mais cela allait revenir à la même chose. Vous devez avoir des forces spéciales algériennes qui allaient se retrouver sur des champs de bataille, mais bien sûr avec des treillis nigériens. Et là, l'Occident n'allait jamais avancer. Et plus la guerre dure, le risque dans cette histoire, c'est quoi? Vous savez, je vais terminer par ce proverbe bambara. Excusez-moi du terme. On dit le Niger est devenu c'est-à-dire quoi? Un moustique qui se pose sur les testicules. C'est pas facile de les taper. Il faut savoir caresser, dialoguer avec ce moustique pour bien sûr espérer ne pas se faire du mal. Et là où le Niger est arrivé, vous tentez une opération militaire contre le Niger, c'est quoi l'inconvénient? Une opération qui s'étale dans la durée. Déjà que la CEDEAO est très impopulaire au sein de l'Afrique de l'Ouest, auprès même de sa propre opinion. Une opération quelconque qui va aller au-delà de 2 semaines. Et les premiers morts qui vont arriver en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi nous partons mourir au Niger? Si c'est pour de l'uranium, d'Orano, d'Areva, mais là, il doit avoir des bruits au sein des casernes. C'est-à-dire l'intervention au Niger, toute intervention militaire qui dépasse 1 mois au Niger, dites-vous, il y aura des révolutions de casernes partout en Afrique de l'Ouest, et bien sûr, ça pourra contaminer, ça pourra aller au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Donc, impossible d'intervenir, en tout cas, ce n'est même pas une intervention, une agression militaire contre le Niger. Toute agression militaire contre le Niger correspond bien sûr à des soulèvements militaires dans tous les pays membres de la CEDEAO. Et je vous dis, et là, l'Occident ne va plus exister en Afrique. Nous pensons que le Mali et le Burkina poussent à cette agression de l'Occident, de la CEDEAO, bien sûr pour précipiter la libération de l'Afrique. Mais je vois que la CEDEAO commence à se ressaisir, l'Occident commence à se ressaisir. Ils ne veulent pas tomber dans ces pièges. Pourtant, nous, on tient à ces pièges. Nous voulons
Nous insistons, il faut que la CEDEAO adresse le Niger pour bien sûr précipiter la libération de l'Afrique. Je vous remercie. Merci à vous. Olivier, je vous donne la parole. Et effectivement, avec vous, je voudrais que l'on puisse apprécier, bien entendu, les différentes démarches mises en place par le gouvernement français, notamment Emmanuel Macron. Autant on peut s'offusquer effectivement de la politique de 2 poids 2 mesures qui est bien entendu mise en place sur des contextes parfois similaires. Si on prête les éléments de langage qui sont bien entendu exprimés à chaque fois parlant des coups d'État, même si pour nous, tous les coups d'État ne le sont pas, surtout lorsque la population a pris parti, mais davantage cette prise de position qui agace et au vu desquelles on a l'impression que la France finalement voilà, essaye de vendre les idéaux de démocratie quand ça les arrange et bien entendu essaye de clouer au pilori ceux qui viennent par des armes quand ils ne sont pas favorables effectivement à la politique française. Est-ce que quand on regarde ces événements qui sont déroulés notamment au Sahel ces derniers mois, on n'a pas l'impression que finalement les idéaux de démocratie vendus, démocratie occidentale, j'entends pas, vendus par la France comme étant un véritable héritage, et j'en perds le latin, une véritable gloire pour les États africains, ne semble pas véritablement s'effriter au fil des mois et que la France devrait certainement se réinventer un autre modèle politique, surtout sur le continent africain. On a suivi avec beaucoup d'intérêt Issa Diarra tout à l'heure qui disait que aujourd'hui il faudrait plus seulement s'attendre à la réaction, à la réactivité française, mais désormais aussi à l'opposition qui vient des États africains. Olivier, la parole est à vous. J'ai pas entendu la fin, ça a coupé, désolé. Alors, en tout cas, on essaie avec vous d'apprécier véritablement la dynamique, en tout cas, du moins l'action politique menée par la France sur le continent africain. Et quand on prend sur un véritable chéquier les différents, ce qui est considéré comme étant coup d'État observé sur le continent africain, on voit une gestion d'une politique de 2 poids 2 mesures par l'État français. Des coups d'État qui sont parfois doublés, d'autres qui sont conspirés par la France, qui à chaque fois nous vend effectivement les idéaux des démocraties. Est-ce que dans le fond, aujourd'hui, la perception africaine au sujet de la démocratie ne commence pas effectivement à s'effriter au regard de ces différentes situations qui sont observées sur le continent africain? Ah ben bien sûr que oui, c'est en train de s'effriter, mais en même temps, quand vous avez Emmanuel Macron qui essaye de nous parler de démocratie, qui n'est même pas capable de la mener dans son propre pays, on a eu des réformes à tue-tête pendant 1 an et demi où on a passé le 49.3. Le 49.3, c'est quoi? C'est on passe des lois sans faire voter le Parlement. Donc quand il essaye d'expliquer même à son propre peuple aujourd'hui, en parlant en français, qu'il faut que l'Afrique réagisse avec démocratie, ça me fait durement rire et je pense que ça fait rire tout le monde. Et en Afrique, très honnêtement, on a bien compris qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est détesté et détestable, je suis désolé de le dire, mais à travers ses interventions, même quand il est en déplacement chez vous, alors oui, il garde le sourire, il essaye d'être plutôt sympa, mais on sent bien qu'en fait sa parole ne porte plus à rien du tout. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut largement laisser faire le peuple africain, et comme c'est en train de se faire aujourd'hui, ils ont besoin de se développer, ils en ont marre de cette corruption, ils en ont marre de ces décisions qui sont prises à chaque fois par d'autres pays, alors qu'ils sont largement capables de gérer les choses eux-mêmes. Aujourd'hui, oui, Emmanuel Macron a perdu toute crédibilité pour moi, que ça soit en France ou en Afrique, ou même ailleurs encore, parce que on a vu d'autres déplacements qui se sont passés jusqu'en Italie ou en Espagne, où aujourd'hui Emmanuel Macron, vous n'avez qu'à voir comment il est traité dans son propre pays, il ne peut plus se déplacer, monsieur. Il ne peut plus se déplacer, et qu'il arrête de nous parler de démocratie alors qu'il n'est même pas capable de la mener lui-même correctement en France. Il n'y a pas de démocratie, je suis désolé. Pour nous en France, on est en train de rentrer dans une certaine forme de dictature aujourd'hui, où vous avez le roi qui décide, et le peuple aujourd'hui qui est malheureusement obligé de suivre les directives gouvernementales, et on leur demande jamais, au grand jamais leur avis.
On fait savoir que vous avez certaines contraintes et vous allez laisser d'un moment à l'autre et on va effectivement vous écouter sur cette question. Il y a donc cette colère de la population française qui est sans cesse, du moins qui est de plus en plus grandissante, notamment au lendemain de son second mandat. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu voilà, ce passage en force de la loi 49.3, mais également il y a qu'aujourd'hui pour les Français, le président Emmanuel Macron n'est plus légitime. La question du racisme, on l'a vu avec le jeu de Naël très récemment, qui a encore bien entendu creuser creuser effectivement la cote d'impopularité du président Emmanuel Macron. Au-delà de tous ces éléments qui sont évoqués, qu'est-ce qui pourrait justifier notamment aujourd'hui cette colère de la population française au point où le chef d'État en vient effectivement être giflé par son concitoyen? Comme vous venez de le dire, en fait, on a eu un déroulé. On a eu la crise des Gilets jaunes. Après, on a eu cette crise sanitaire qui a été terrible chez nous en France. Je rappelle quand même à tout le monde qu'on a été un des seuls pays où il fallait qu'on se signe une attestation pour pouvoir sortir de chez nous, où indirectement on a imposé la vaccination, puisque quand on amène des contraintes sur des contrats de travail, forcément on a imposé indirectement les choses. Enfin, on a eu une crise sanitaire qui a été terrible chez nous, avec des obligations, avec une entrée en dictature pour moi. Et puis après, derrière, la réforme des retraites et toutes les autres réformes, parce que réforme sur le chômage avec des diminutions de droits pour les Français, augmentation en tout va, que ce soit de l'électricité, du gaz, du pétrole, de l'alimentation, enfin tout en général, et un ras-le-bol complet, mais un ras-le-bol qui a été géré en France avec une violence d'État terrible, Aujourd'hui, ce gouvernement ne tient qu'avec sa police. Ça se passe comme ça chez nous en France. Le gouvernement ne tient plus qu'avec sa police. On a eu cette violence d'État qu'on a tous subie et tristement, et à la rigueur, moi je peux le comprendre, il y a eu énormément de manifestations, mais tellement de violence que des gens n'osaient même plus aller manifester en fait en France. D'ailleurs, tous les pays autour de nous en ont énormément parlé. Aujourd'hui, il a une cote d'impopularité qui est grandissante et énorme à travers toute sa politique en fait qu'il peut faire aujourd'hui, puisqu'on peut aussi rajouter l'aide apportée à l'Ukraine aujourd'hui, qui est en train de nous amener dans une réalité économique terrible pour les Français, puisque les Français n'arrivent plus à se chauffer, les entreprises n'arrivent plus à vivre, avec des coûts d'augmentation allant jusqu'à 40-50% sur l'électricité et le gaz. La France est à bout et arrive à rupture. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais quelque chose se passera forcément. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est détesté et détestable, en fait, envers son peuple et envers les autres peuples. Par contre, il agit avec une réelle violence, parce que le plus gros violent aujourd'hui, c'est quand même Emmanuel Macron et sa politique envers son peuple qui en a même peur aujourd'hui de sortir dans la rue, peur de rentrer avec un œil crevé, ou bien pire, puisqu'on a pu voir des décès aussi aujourd'hui à travers certaines manifestations qui ont pu se passer dans le pays. Olivier Rault, je rappelle que vous êtes effectivement activiste français et bien visible sur le réseau social Facebook avec le pseudo Olive. D'ailleurs, c'est floqué sur votre magnifique pull au vert. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Les forces militaires ont été menacées, mais ça n'a finalement pas donné grand-chose. Il y a eu des gages qui ont été donnés de part et d'autre, et finalement c'est calmé. Mais la CEDEAO n'est plus crédible dans la mesure où, d'abord, comme je le dis et répète, c'est une organisation économique et non pas militaire, qu'il n'y a pas de charte qui les unit pour dire que vous êtes obligatoirement, et vous devez être démocrate pour être dans la CEDEAO, ça c'est une plaisanterie. Mais là où on sent bien qu'il y a des pressions internationales, c'est qu'il y a deux bases quand même françaises et américaines. La plus grande base américaine de la région à Agadez, donc quasiment au centre du Niger, pas loin de Niamey. Et puis les bases françaises, 1500 soldats, la base américaine a coûté $1 million. Donc tout ça, ça remet en question les rapports géopolitiques. Ils se basaient beaucoup avec l'espoir d'une durabilité de ce qu'ils appellent la démocratie, donc un État où il y a des élections, où le président reste stable. Ils se basaient beaucoup sur ce pari-là. Ils se sont dit, bon, Centrafrique, problème, parce qu'il y a une guerre qui était en démarrage, même si elle était arrêtée par les Russes, et tant mieux. Ensuite, ils se sont rendus compte que dans le Sahel, c'est des pays instabilisés parce qu'il y a plusieurs problématiques économiques, politiques, et puis surtout structurelles. Et c'est des États qui ont connu beaucoup de coups militaires. Mais le Niger, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait plus de coup d'État. Donc ça donnait le sentiment qu'il y avait une sorte de pacification du Niger. Ils n'ont pas tenu compte d'un élément essentiel. Et c'est là où la CEDEAO a tort d'agir. Imaginez-vous, c'est ce qu'a dit tout à l'heure général Issa Diawara, il a expliqué que
s'il devait y avoir une volonté d'un des pays de la CEDEAO d'envoyer des forces armées, mais qu'est-ce qui empêcherait ces mêmes généraux de ce pays de se retourner contre leurs dirigeants pour ne pas faire la guerre à leurs frères? Voilà la question qu'on peut poser. Et je pense que ça, c'est dans l'équation. La CEDEAO, les dirigeants ont tous fait marche arrière, on l'a bien vu. Aujourd'hui, on a le président de Côte d'Ivoire qui a dit que bon, on va peut-être se calmer, on va discuter, on va trouver un terrain d'entente. Les Américains ont envoyé un avion, dépêché un avion pour discuter. Le Nigeria, le Parlement a stoppé toute possibilité d'attaque militaire. L'Algérie a envoyé des troupes au sud pour dire vous n'intervenez pas. Bref, tout ça pour dire que d'un côté, il y a des gens qui sont prêts à se battre, ceux qui ont fait ces révolutions, et de l'autre côté, ceux qui sont des anti-révolutions et qui disent bon, on va y aller, mais on n'est pas trop sûr, puis on sait jamais, ça peut nous arriver, parce qu'il y a une peur intrinsèque de tous ces pays qui ont composé avec la France, qui n'ont pas apporté ce que les peuples voulaient d'eux, à savoir le développement économique et la sécurité. Et donc cette peur est bien installée. C'est une des raisons pour lesquelles, si jamais ils envoient leur force, ça pourrait se retourner contre eux, que ça pourrait faire un conflit généralisé. Faut oublier quand même, parce que les trois puissances qui ont apporté, enfin les trois pays qui ont apporté leur soutien au Niger sont déterminés, on l'a bien vu. Et parallèlement à cela, ça pourrait remettre en question le principe démocratique qui dit que la démocratie fait la guerre à ce qu'ils appellent les dictatures. Mais finalement, c'est quoi une démocratie qui fait la guerre? C'est aussi une dictature. Donc, parce qu'ils ne demandent pas au peuple de faire la guerre. Donc tous ces éléments-là font qu'effectivement, entre géopolitique, les Français 1500 soldats, les Américains en place à Agadez, l'uranium évidemment, et faut pas oublier, il y a de l'or maintenant au Niger. 800 000 personnes vivent, les orpailleurs vivent grâce à l'exploitation de l'or. Il y a des zones aurifères importantes qui ont été découvertes. L'Algérie, à sa frontière, la Sonatrach gère l'exploitation de pétrole avec le Niger, et dans le sud du Niger, c'est la Chine qui gère le pétrole. Donc on se rend compte qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a des terres rares. Donc tout un tas de choses, tout un tas de minerais, tout un tas de richesses non exploitées ou qui commencent à être exploitées, qui intéressent tout le monde. Donc les raisons économiques sont évidentes. Les raisons géopolitiques, c'est les bases militaires françaises et américaines. Les raisons effectivement territoriales, c'est un pays qui est enclavé, mais qui a il y a combien de frontières? La zone des trois frontières dont on parle souvent, entre le Niger, le Burkina et puis le Mali. Toutes ces zones-là sont des zones de tension. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement la CEDEAO n'est pas crédible lorsqu'elle parle. Au lieu d'apporter un peu de calme, d'aller négocier, de discuter, de dire qu'est-ce qui ne va pas, eh bien ils disent quoi? On va vous attaquer au bout de 7 jours. Ils se sont évidemment ridiculisés. Et puis le risque, je le répète à nouveau, l'effet de contagion, c'est que si un des pays de la CEDEAO envoie leurs soldats au Niger ou tente de le faire, il pourrait y avoir un coup de force aussi chez eux. Donc ça, c'est un calcul qu'ils ont à l'esprit. C'est en cela qu'ils ont reculé, qu'ils vont certainement négocier. Mais les Américains ont déjà envoyé Nuland sur place pour négocier directement avec les autorités nigérianes. Pour négocier quoi? Je vous le donne dans le mille. Le maintien de la base militaire américaine, uniquement, pas la démocratie. C'est fini la blague de la démocratie par les bombes. Les Américains n'y croient plus. De toute façon, on est bientôt à un changement de pouvoir aux États-Unis, semble-t-il, avec Trump, qui est un isolationniste. Il ne veut pas faire de guerre à l'extérieur. Il va certainement se rabibocher avec les Russes. Donc tout ça, ça va créer vraiment un poids lourd sur le côté français qui ne pourra pas se maintenir. Donc les Français vont peut-être négocier un départ avec le Niger et essayer de négocier un maintien de leur exploitation des minerais avec le nouveau pouvoir qui a déjà nommé, vous l'avez dit tout à l'heure, un Premier ministre, qui veut dire qu'il passe le pouvoir à un ministre qui sera plus favorable aux militaires et évidemment à une démarche nationaliste. Merci à vous. On va d'ailleurs, pour nos téléspectateurs, lire ce communiqué avant de vous donner la parole, Issa Diawara. Après quoi, on fera un détour au standard. Alors, le communiqué est signé effectivement le 7 mai 2023. Vous pouvez l'avoir en image. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération de la République du Niger présente ses compliments à la représentation résidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À Niamey a d'ailleurs l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 6 août 2023 relative à l'arrivée à Niamey le 8 août, c'est-à-dire aujourd'hui par vol spécial affrété par les Nations Unies d'une mission conjointe de la CEDEAO des Nations Unies mais surtout de l'Union africaine. Le ministère voudrait donc rappeler que suite aux sanctions édictées par la CEDEAO elle-même au terme de la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 30 juillet dernier, on s'en souvient, les frontières terrestres et aériennes du Niger avec les États membres étant fermées, l'organisation d'une telle mission par vol spécial requiert un examen particulier des autorités nigériennes
incluant une exemption spéciale qui n'est pas invoquée donc dans cette note de la représentation résidente, tout en réitérant leur disponibilité à engager des discussions avec les délégations ou émissaires concernant la situation au Niger, comme indiqué à la mission conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdul Salami Aboubakar. Le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas d'accueillir la dite délégation dans la sérénité et la sécurité requise au regard de ce qui précède et de la nécessité de convenir au préalable avec les autorités nigériennes des dates, contours et programmes des dites visites. Le report de la mission annoncée le 8 août 2023 à Niamey s'avère donc nécessaire, tout comme la révision de certains aspects du programme, dont les rencontres avec certaines personnalités qui ne peuvent avoir lieu pour des raisons évidentes de sécurité dans cette atmosphère de menace d'agression contre le Niger. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger prie donc la représentation résidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à Niamey de bien vouloir communiquer les observations ci-dessus de la commission de la CEDEAO et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération, signée dans le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Niamey. Alors, Issa Diawara, nous vous retrouvons rapidement sur cette prise d'opposition donc par les autorités du Niger qui évoque bien entendu une situation d'hostilité entre le pays et notamment avec la CEDEAO, où ces derniers ne sont plus bien entendu persona non grata du côté du Niger. Une visite comme celle-là pourrait, si on s'en tient au communiqué officiel, pourrait donc créer véritablement une véritable crise sociale. Alors, est-ce que les autorités locales craignent davantage effectivement une véritable crise sociale, ou alors ne souhaiteraient pas une forme d'ingérence dans la dynamique de gestion entre guillemets de la transition qui est en train de se mettre sur pied? C'est la lettre que vous venez de lire, vous savez. Issa Diawara, elle se résume juste en trois. Oui, vous me recevez, je suis absolument, là. nous vous recevons. Ok, j'ai dit la note que vous venez de lire, en fait, elle se résume essentiellement à 3 points. Le premier point, c'est quoi? C'est la contradiction de la CEDEAO elle-même. Vous ne pouvez pas fermer les frontières avec le Niger et vouloir venir au Niger. Donc la CEDEAO même doit respecter ses propres sanctions. Elle ne doit aucunement les violer. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est dire à la CEDEAO qu'il y a une forte mobilisation populaire au Niger. Et qu'aujourd'hui, la CEDEAO étant très impopulaire, le fait de recevoir régulièrement à chaque fois la CEDEAO, c'est mettre la CEDEAO même en danger. Elle est exposée. Et la troisième leçon qu'il faut tirer de cette chose, c'est que les autorités nigériennes parlent de l'amateurisme de la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO s'est précipitée à prendre toute cette batterie de sanctions? La CEDEAO a agi sous l'effet de l'émotion. En réalité, c'est ce que dit la note. L'émotion a dicté, en tout cas, la prise de position de la CEDEAO et non la raison. Et maintenant que la CEDEAO se remette à ses émotions. Parce que si c'était la raison, la CEDEAO devait dire au moins c'est pourquoi fermer toutes les frontières aériennes, terrestres. Ça n'a pas de sens. Il fallait au moins garder des frontières aériennes ouvertes. Mais puisque la CEDEAO a fermé toutes ces frontières, mais maintenant qu'elle veut revenir un peu à la raison, mais comment agir? Il faut d'abord éteindre totalement l'émotion et revenir sur le pas de la raison et qu'on discute entre hommes raisonnés et entre hommes raisonnables, entre individus raisonnables. Autre chose, la CEDEAO, vous savez, même avec son petit frère à la maison, il faut souvent se limiter à des menaces, à des intimidations, à des grimaces. Il ne faut pas passer à l'acte. Si vous passez à l'acte et que votre petit frère se rend compte que physiquement vous ne faites pas le poids, que peut-être tout ce respect c'était dû tout simplement au droit d'aînesse, et vous portez la main, vous jetez des coups de pied, un coup de main, vous donnez un coup de tête, et puis lui il est là, il se porte bien, et il contrôle tout, et puis lui, là vous êtes réduit au silence. C'est ce qui s'est passé avec la CEDEAO. La CEDEAO a pris toutes les menaces et immédiatement a mis en application toutes les menaces. On vous sanctionne économiquement, on vous sanctionne diplomatiquement,
on vous sanctionne comme ça. Et après, le ciel n'est pas tombé sur le Niger. Et après, qu'est-ce qui reste à la CEDEAO pour que la CEDEAO se fasse respecter par les Nigériens? La CEDEAO n'a plus aucun moyen de pression sur le Niger. Le seul moyen qui était resté dans les sacs, menace, intimidation militaire. Et là, le Niger a trouvé d'autres pays alliés. Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a l'Algérie. Et la CEDEAO, dans son ensemble, ne fait pas le poids militairement face à l'Algérie, à plus forte raison des pays comme le Burkina et le Mali redoutables en guerre, des pays qui ont une longue expérience en guerre, plus de 10 ans en train d'affronter des mercenaires de la France. Et ce n'est pas maintenant que des pays comme la CEDEAO, déjà, des armées qui ne sont fortes que dans les défilés militaires. On dit que le Mali a ses djihadistes, ses mercenaires occidentaux. Mais le Nigeria a une partie occupée, bien sûr, par Boko Haram. Le Nigeria, sans l'aide du Tchad, du Cameroun, qu'est-ce que le Nigeria est devant Boko Haram? Le Nigeria n'a pas fini avec Boko Haram. Comment le Nigeria va venir combattre, bien sûr, l'armée nigérienne au Niger? Donc, concrètement, la CEDEAO n'a plus aucun moyen de pression. C'est ce que cette lettre du Niger est en train de dire. Écoutez, vous avez fait tout ce que vous devez faire. On dit à Bamara, ni Seko Beke, Ide Soko Tito. C'est-à-dire, quand vous faites tout ce qui est à votre possession, mais dites-vous, ce qui manque aussi à votre contrôle ne vous loupera pas. C'est ce qui arrive maintenant à la CEDEAO. Vous avez mis en œuvre tous vos moyens de pression, il ne vous reste plus rien dans la valise comme moyen de pression contre le Niger. Alors, pourquoi le Niger va vous écouter? De toutes les façons, vous avez bloqué tous les financements, tous les sous du Niger, vous avez tout coupé, frontières fermées, malgré que le Niger n'ait pas de débouché sur la mer, vous avez fait tout ce que vous devez faire. Et pourquoi devons-nous continuer à vous écouter? Je ne vois plus aucun moyen de pression, ni économique, ni militaire. Dorénavant, le Niger est seul face à son destin, accompagné bien sûr des pays alliés. La CEDEAO n'a jamais donné un ultimatum aux terroristes. Elle a donné aux autorités du Niger, qui sont des Nigériens. Et bien sûr, maintenant, la CEDEAO n'a plus une carte à jouer. Et le Niger, lui, a plus de 10 000 cartes à jouer. Et je pense que les rencontres pourront avoir lieu peut-être sur des terrains neutres. Mais pour venir au Niger, ça va prendre encore du temps. Le sommet du CEDEAO et de la CEDEAO du jeudi, je ne sais pas de quoi ces gens-là vont parler, mais en tout cas, la CEDEAO n'a aucun moyen de pression contre les autorités du Niger. La CEDEAO tombe dans son propre piège. La CEDEAO a agi suivant l'arrogance d'Emmanuel Macron. Et l'arrogance d'Emmanuel Macron, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de civilisation. Et bien sûr, c'est là aujourd'hui est à porte-à-flot avec le raisonnement réel, la réalité du terrain. Je vous remercie. Oui, merci à vous. Et on se projettera certainement sur l'avenir de cette CEDEAO, en tout cas dans ce feuilleton nigérien. Au téléphone, vous êtes très nombreux à nous retrouver à chaque fois dans le cadre de cette production dédiée notamment aux téléspectateurs. Appel sur le continent, vous nous appelez, vous présentez-vous, vous apportez effectivement votre contribution dans le cadre du sujet de ce soir. Jean, vous nous retrouvez depuis les USI. On évoque donc effectivement cette cote d'impopularité d'Emmanuel Macron qui est véritablement galopante, mais avec cet acte fort posé quand même par les autorités du Niger qui ont voté... qui ont nommé un premier ministre en début de journée, un acte fort pour plusieurs analystes qui pensent donc désormais que la page Bazoum est d'ores et déjà terminée. Bonsoir à vous. Bonsoir Fabrice, bonsoir Issa Diawara, bonsoir Olivier, bonsoir Gamal Abina, bonsoir aux techniciens. Et Fabrice, permettez-moi, je vais situer monsieur là sur 3 points. D'abord, encourager et féliciter le peuple nigérien pour leur lutte. Vraiment, ils sont sur la bonne voie. Patrick, il n'y a pas question de lésiner, il n'y a pas question d'écouter ces charognards. Ils sont sur de très bonnes voies. Et nous félicitons le Burkina et le Mali et les autres pays, l'Algérie, qui ont compris aujourd'hui pour dire que pour chasser l'impérialisme, parce que c'est comme ça qu'ils font, ils sont des menteurs. Alors, courage à vous, avancez au large. Ce que nous allons leur dire encore de plus, c'est de tout faire pour établir la feuille de route de départ de toutes les armées occidentales dans le pays, dans le Niger. Dans le Niger. Toutes les armées occidentales doivent quitter le Niger. L'armée américaine, l'armée française et européenne et autres doivent quitter le Niger. La terre nigérienne appartient aux Nigériens. Et nous, à ceux-là, bon, si je finis ça,
Tu m'avais encore dit à notre Olivier et notre ami combattant Olivier pour dire que ce que la France a fait sur le continent africain, nous croyons en Dieu, au Créateur. Il n'a qu'à savoir que c'est énorme. Ils doivent réparer, ils doivent payer les dommages. Ça, c'est inévitable, Olivier. Parlez à vos peuples, pleurez sur vos péchés. Pleurez, Olivier, dites au peuple français de pleurer sur ses péchés. Ça va tomber sur vous, ça va tomber sur vous. Ça, c'est évident. C'est évident, Olivier. Merci pour ta participation à ce qu'on a, Renaissance. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Réparez les dommages. Dites au peuple français comme ça. Et il ne qu'à cesser de mettre de l'huile dans le feu. Merci. Alors, le troisième point va concerner le peuple béninois. Patrick Talon avec Rishika, Madougou et Joël Aïvo en prison parce que ceux-là sont en complicité avec la France et ses alliés pour déstabiliser le Bénin. Et il les a mis en cachette prison. Alors aujourd'hui, on lui fait faire face au Niger pour aller tuer les Nigériens. Patrick Talon, ce que tu as refusé, c'est ce qu'on veut te faire maintenant d'une autre façon. Parce que leur objectif, c'est le golfe de Guinée. Ils veulent semer le chaos dans la sous-région pour pouvoir effectivement profiter du golfe de Guinée, mais ils ont échoué. Je m'arrête là, nous sommes en guerre, n'oubliez pas cela. Il n'y a pas d'amitié dans la guerre. C'est la justice, la souveraineté que nous défendons aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Bye. Merci à vous, Jean, pour votre contribution dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Vous nous appelez, vous vous présentez, vous donnez votre avis en tout cas sur le sujet du jour. Nous nous intéressons effectivement à la France avec sa cote, la cote d'impopularité qui est de plus en plus grandissante. Et quand on parle de la France, on parle effectivement de cette politique de prédation, bien entendu, entretenue par les puissances impérialistes au rang desquelles effectivement la France qui est aux avant-postes pour ce qui concerne effectivement l'Afrique francophone et le cas du Niger aujourd'hui qui est le plus éclatant, notamment de cette mise en garde en tout cas des populations africaines qui n'en veulent plus, essayer donc veulent à tout prix en découdre. Et on évoque avec vous bien entendu cet acte fort posé par les autorités du Niger qui ont donc pour la première fois posé une signature officielle parlant effectivement de la nomination d'un poste de premier ministre. Est-ce que cela tourne définitivement à la page Mohamed Bazoum et pose davantage les jalons d'une véritable transition comme on l'a vu au Burkina Faso, mais surtout du côté du Mali? La question reste donc posée dans le cadre de cette édition. Vous nous retrouvez, vous partagez effectivement votre avis avec nous, un appelant qui nous retrouve depuis le Cameroun. Bonsoir. Merci, bonsoir mon frère. Je suis Séverin depuis Kribi. C'est votre télévision. Je vais participer à l'émission d'aujourd'hui en disant ceci. Nous sommes vraiment d'intervenir avec nous en direct. Des réactions des chefs d'État africains. Séverin, je vous en prie, lorsque vous nous appelez, éloignez-vous de votre téléviseur ou baissez-le tout simplement pour nous permettre d'avoir, bien entendu, une meilleure qualité d'écoute à l'antenne et de pouvoir certainement vous relancer dans la mesure du possible pour nous permettre de mieux apprécier votre grille de lecture sur le sujet qui est posé sur la table de ce soir. Vous nous appelez en tout cas tout ce que vous appelez-nous et puis apportez en tout cas votre contribution dans le cadre de cette édition. Le standard, lui, il est d'ores et déjà ouvert dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Et nous sommes bien entendu tout de suite pour prendre bien entendu vos contributions dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Alors il y a des messages également qui peuvent être signés pour être lus notamment en direct et puis voilà, on partagera vos avis. Peut-être en attendant de recueillir nos téléspectateurs, on va retrouver notamment Gamal à la suite effectivement de Issa Diawara tout à l'heure qui parlait finalement d'un aveu d'échec de la part de la CEDEAO qui a très vite fait, on se souvient effectivement du feuilleton russe, l'Europe qui avait très vite fait en tout cas de mettre en place une
bagatelle de sanctions et qui est rapidement retombé dans sa précipitation. C'est le cas aujourd'hui de la CEDEAO qui a vite fait de déclencher en tout cas une série de sanctions qui auraient donc rapidement amené les autorités nigériennes à fermer en tout cas les différentes voies, qu'elles soient aériennes, terrestres et autres. Aujourd'hui, la CEDEAO qui se trouve donc privée d'une séance de travail aujourd'hui avec les autorités locales. Est-ce que c'est de bonne loi cette décision prise par les autorités nigériennes, Gamal? Oui, tout à fait, mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est en phase de négociation. Les tambours militaires ont été un petit peu calmés, les va-t-en-guerre sont beaucoup moins au rendez-vous, la plupart des pays ont reculé de la CEDEAO parce qu'ils se rendent bien compte que ça peut se retourner, comme je le disais, contre eux-mêmes. Puis en même temps, s'il y a une nomination d'un Premier ministre, c'est qu'effectivement on consacre le passation de pouvoir. Alors évidemment, ce qui gêne, c'est effectivement le sentiment qu'il y a un effet de contagion avec des pays qui sont tous frontaliers. C'est ça qui pose problème. Et en même temps, il faut se rappeler quand même que s'il y a une insatisfaction, si les peuples sont énervés, en colère, et s'ils sont d'accord pour l'arrivée au pouvoir de militaires, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'Afrique, on n'a pas eu beaucoup de peuples qui faisaient la fête quand ils voyaient les militaires arriver, même Sankara n'a pas été forcément célébré, et bien à la fin, on se rend bien compte que ces militaires ont une vision panafricaine, c'est un fait, nationaliste et économico-nationaliste, c'est les souverainistes. Ils veulent garantir les richesses de leur pays. Donc tout ça fait que la CEDEAO, elle, s'est précipitée dans une prise de position extrêmement radicale, extrêmement dangereuse d'ailleurs, parce que pour négocier avec quelqu'un, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, la dernière chose à faire, c'est un ultimatum, donc un chantage. On ne peut pas négocier ou amener négociation sur un chantage, sachant deux choses. D'abord, si vous voulez faire un coup de force, le risque, c'est que Bazoum puisse être tué avec sa famille, parce qu'ils sont quand même entre les mains de ces militaires. Et la deuxième chose, c'est surtout d'exposer leurs militaires à une guerre inutile qui peut, on sait toujours quand ça commence, on sait jamais quand ça finit, qui pourrait durer, qui pourrait avoir des conséquences extrêmement fâcheuses sur le plan économique, on sait déjà, mais sur le plan humain. Je veux dire, des guerres frontalières dans une zone où c'est déjà instabilisé par des mouvements terroristes et des mouvements séparatistes, je vous laisse deviner ce qui peut arriver. Donc ces questions-là sont largement remises en question. La seule chose qu'on ne peut pas contester après la décolonisation, c'est ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Je traduis le fait qu'on ne remette pas en question les frontières issues de la décolonisation. Ça, c'est un fait, et ça, c'est une des raisons qui conduit parfois au déclenchement de conflits frontaliers. C'est arrivé avec la Libye, avec la bande d'Aouzou à l'époque et le Tchad, c'est arrivé avec le Soudan, c'est arrivé avec pas mal de pays, c'est arrivé avec l'Érythrée, c'est arrivé avec le Tigré, où des revendications séparatistes ont vu le jour, et finalement ont conduit à des conflits nationaux et des conflits interethniques. Mais la question d'un pays à l'autre, de se faire une guerre directe, là c'est problématique. Et la CEDEAO, il a été un petit peu vite en besogne en se positionnant comme étant aux avant-postes quasiment d'une coalition militaire qui aurait été faite par 3-4 pays, avec l'espoir que le Nigeria la rejoigne. Le Nigeria a refusé finalement puisque le Parlement s'y est opposé, mais surtout la CEDEAO s'est positionnée comme une force coercitive internationale africaine, alors qu'on lui a rien demandé. Elle n'a pas à faire cela. La CEDEAO doit peut-être jouer les bons offices, apporter négociations, discuter, trouver un terrain d'entente, mais en aucun cas ne doit faire des chantages, des menaces directes, explicites et militaires en plus. Donc ça a été mal vu par pas mal de pays de la région. Il y a quand même 4 pays qui sont opposés immédiatement et l'Algérie les a rejoints. Donc on a après sans doute le cas russe qui va certainement profiter, puisqu'il y a des drapeaux russes partout dans les images, de l'opportunité de se positionner. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le Niger n'a pas besoin de ça. Ensuite, l'autre aspect important que l'Algérie vient d'expliquer, c'est que si jamais il y a une guerre au Niger, ce sera une vague migratoire déferlante et incontrôlée, parce que le Niger faisait quand même office de contrôle des vagues migratoires. L'Europe était très contente d'avoir le Niger pour ça. Eh bien, ces vagues migratoires qui sont des migrants de guerre, donc qui sont parfaitement légitimes à quitter leur territoire, déferler une passerait par l'Afrique du Nord, c'est vrai, mais pour aller en Europe. Donc tous ces éléments sont à prendre en considération. La CEDEAO a été vite en besogne, n'a pas réfléchi à sa position, a été très agressive pour des raisons qui sont doubles. La première, comme je disais, parce qu'il y a une crainte interne, clairement, et la seconde, parce qu'ils ont voulu répondre à un agenda extérieur. Donc maintenant, ils commencent à réfléchir, et tant mieux, ils vont discuter avec ces militaires, ils vont finalement s'accommoder d'un pouvoir qui ne sera pas une interdiction des libertés individuelles, mais peut-être et certainement une refonte des relations avec la France et les États-Unis. Il va y avoir un terrain d'entente, parce que les rapports de force sont les rapports de force, et il n'en demeure pas moins que la CEDEAO ne peut plus rien imposer. Aujourd'hui, ce qu'elle essaie, c'est surtout de sauver sa position, parce que les pays de la CEDEAO étaient suffisamment... Excusez-moi, là il y a un bruit, excusez-moi. Vous m'entendez là ?
Nous vous écoutons, Gama. Peut-être le temps pour vous de faire le point. On va prendre. Là, je suis bloqué. Je vais devoir vous laisser parce que c'est quelqu'un qui m'appelle en permanence. Excusez-moi encore. Allez. Merci à vous, Gamal. Et on va donc prendre ces préoccupations. Paris qui nous écrit comment est-ce que la CEDEAO est incapable de faire sortir ses ressortissants dans le Niger avant d'attaquer les Occidentaux ont pris la peine de faire sortir leur peuple, mais pour la CEDEAO, nous ne sommes pas des hommes. Pendant le défilé de la fête d'indépendance en Côte d'Ivoire, on voit très bien que M. Ouattara a très peur de son armée au point de les désarmer pendant la parade militaire. Je croise les doigts et je prie pour que le peuple du Niger devienne comme le Mali, le Burkina Faso et surtout et que la révolution se fasse effectivement dans tous les pays africains. Merci à vous, Paris, pour votre message. On va prendre ce téléspectateur qui nous retrouve. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Fabrice, content de te revoir ce soir. Journaliste des mérites d'Afrique Média, digne successeur de Bachi. Je souhaite vous saluer avec beaucoup de déférence et je salue tous les techniciens, tous les appelants et tous ceux-là même qui sont avec Afrique Média. Le monde, c'est nous. Une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, nous, panafricanistes, nous sommes vraiment consternés par le comportement de la France dirigeante. Vous comprenez? Nous sommes estomaqués. Parce que cette même France dirigeante, il n'y a pas longtemps, en la personne de Jean-Yves Le Drian, disait par exemple que en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas eu le freedom, c'est-à-dire que le peuple n'était pas sorti pour manifester contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Donc, ça veut dire que le peuple a approuvé. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que le baromètre, c'est le peuple. Pour lui, le baromètre, quand le peuple manifeste, c'est que le peuple a toujours raison. Mais diante, aujourd'hui, nous voyons au Niger, ce même peuple de valeur que nous félicitons, ce peuple que nous, en tout cas, nous disons un grand bravo à qui on tire le chapeau, qui est en train de manifester et prouver qu'elles sont de tout cas avec cette nouvelle classe dirigeante. Voilà que la France, qui hier disait que il faut que le peuple manifeste, puisque en Biélorussie, le peuple avait manifesté, c'est pourquoi qu'ils ont pris parti pour le peuple, et en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pris parti pour le peuple parce que le peuple n'avait pas manifesté. Aujourd'hui, le peuple manifeste. Où est leur problème? Où est leur problème? C'est pour dire quoi? Que cette France-là, cette dirigeante, c'est une France malade. Une France qui est lobotomisée, qui est cervelée et qui n'est que là que pour détruire l'Afrique et qui pense que le seul modèle économique pour eux, c'est la raffine, le vol. Et nous disons que ce temps-là est passé quand ils apprennent à travailler. Vous comprenez qu'on a la grande gueule, il faut apprendre à travailler. Il ne faut pas voler et puis se gargarer pour dire que nous sommes un peu vaillants. Non, ce n'est pas cela qu'il s'agit. Donc cette classe dirigeante doit ouvrir les yeux et elle doit écouter son peuple. Son peuple est prêt à travailler, qu'elle mette les jalons maintenant pour travailler, qu'elle dise la vérité à ce peuple, qu'on a volé l'Afrique avant pour vous supporter, que maintenant le temps du vol est passé, il faut qu'on s'organise comme l'Allemagne s'est organisée pour son industrie, comme tous les autres pays européens se sont organisés, et que la France ne pense pas que c'est à cause de l'Afrique qu'elle n'a rien sous son sous-sol. C'est pas l'Afrique qui a créé la France, ni c'est pas la France qui a créé l'Afrique. Il faut qu'elle se plaigne à Dieu, qu'elle cesse de se plaindre à l'Afrique. L'Afrique n'est pas son malheur. C'est pas l'Afrique qui a fait que son sous-sol est vide. Donc qu'elle ne soit pas le malheur de l'Afrique. Nous en avons marre et nous disons que le peuple nigérien a tous nos supports et nous demandons à la nouvelle classe dirigeante d'ouvrir une partie de l'armée légionnaire pour qu'on puisse venir s'enrôler en cas de guerre. Toute l'Afrique va faire la guerre pour eux. Je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Fomlan.
Merci à vous. Merci à vous, Abou, pour votre contribution dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Un autre appelant qui nous retrouve. Bonsoir, bienvenue. Ok, bonsoir, monsieur Fabrice, le député des journalistes du monde entier. Bonsoir. Je suis Fofana Abdourahim, jeune Togolais, tellement je me trouve au Ghana. Je voulais demander à la CEDEAO où est sa crédibilité quand le peuple togolais se battait, cherchait leur liberté dans les mains. Malheureusement, nous l'avons perdu, cet appelant togolais qui nous appelait donc depuis le Ghana. Vous pouvez nous retrouver à tout moment pour bien entendu repréciser votre chemin de pensée dans le cadre de cette production. Alors le peuple, bonsoir la galaxie panafricaine, le peuple de la République de Guinée est entièrement et résolument déterminé à soutenir le projet de fédération entre le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée. Merci beaucoup à vous, le monde c'est nous, Fofana, qui nous écrit depuis Kindia, c'est en Guinée Conakry. Merci à vous, très cher monsieur. Bonsoir Fabrice, merci Afrique Média, la chaîne du peuple. Moi c'est Thomas Didier depuis le Cameroun. Je pense que ni la France ni la CEDEAO n'oseraient attaquer le Niger pour plusieurs raisons. Primo, d'abord parce que la France n'est pas en mesure de faire une guerre de sa propre économie. La France, à cause de sa politique prédatrice en Afrique, est aujourd'hui abandonnée par son plus proche allié et parent américain et même une grande partie du monde occidental. D'autre part, en tenant son conseil de guerre, eh bien, il y a quelques jours, la France a très bien compris le piège infernal qui lui était tendu au Niger par la Fédération de Russie, qui allait tout simplement lui jouer la même carte que l'OTAN a joué en Ukraine en organisant une guerre indirecte. La Russie a tout simplement étudié le maillon faible de la guerre en Ukraine et elle a vite compris que c'était la France, dont les financements de la guerre en Ukraine viennent de l'Afrique et puis encore sa propre économie même. Je pense que nous avons déjà le premier pays qui va déserter la guerre en Ukraine. Suivez mon regard. Merci à vous. Un appelant qui nous retrouve depuis le Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabrice. Bonsoir. Je veux bien. Parfaitement, nous vous recevons. D'accord. Je m'appelle Mohamed Awal depuis le Bénin. Bon, ce qui concerne la CEDEAO, moi, je vois que les gens prennent le temps. Vous réfléchissez, vous pensez à la CEDEAO. C'est quelque chose qui n'existe plus. C'est comme on parle de vampires dans les cinémas. Les vampires n'existent pas, mais les gens inventent ça. La CEDEAO n'existe pas. Moi, je ne considère pas la CEDEAO. Tous les présidents qui sont aujourd'hui contre le coup d'État du Niger, là, ils ne savent même pas où ils vont. C'est des cons. C'est des petits bouchers qui nous vendent aux grands bouchers européens pour nous conduire à l'abattoir. Ils ont leur intérêt dans tout ce que l'Europe est en train de nous faire aujourd'hui. Et ce qui concerne encore à Macron, malheur à lui. C'est en son temps aujourd'hui, l'Afrique est en train de rejeter la France. Vraiment, j'ai pitié de lui à sa place. Vraiment, Macron, il n'a qu'à revoir son programme de gestion de l'Afrique. Vraiment, ce n'est plus la peine, quoi. Ce n'est plus la peine. Nous sommes en guerre, nous, on est là. Moi, chaque fois, je dis que je suis volontaire. Je suis volontaire pour aller confronter les Français au Niger. Et en dehors de ça, monsieur Fabrice, permettez-moi d'avoir demandé monsieur Suleiman Hamzat. Je ne le sens plus, chaque fois je le demande. Vous me dites qu'il est là, mais il ne se... Allô? Oui, sauf que vous n'êtes certainement pas connecté lorsque Suleiman Hamzat est avec nous en plateau. Je rappelle que j'ai d'ailleurs eu à faire un plateau avec lui en tout début effectivement de ce coup de force. Ce que je vous demande, c'est un frère béninois. J'aimerais voir son numéro ou vous lui donnez mon numéro pour qu'on s'asseye pour discuter pour quelque chose, parce que nous voulons créer un
forum. On verra cela, Nov, tout à l'heure. On ne traitera pas de cela en direct à l'antenne. Souleymane Hamzat, il va très bien, l'aider consultant sur des questions stratégiques, des questions militaires sur Afrique Média Télévision à chaque fois. Et bien que le sujet, du moins le sujet concerne des questions purement de sécurité, il est à nos côtés pour nous permettre de voir un peu plus clair. On fera le point certainement, Nov, tout à l'heure, le temps pour nous de continuer effectivement à vous accueillir au standard pour recueillir vos avis pour une cinquaine de minutes avant de refermer définitivement le standard. Il y a eu beaucoup de difficultés en tout cas pour joindre en tout cas nos téléspectateurs ce soir. On y travaillera pour une véritable fluidité dans les échanges avec vous. L'appelant qui nous a laissé tout à l'heure du côté du Ghana revient. Malheureusement, nous l'avons une fois encore perdu. Je crois qu'on va certainement refermer rapidement le standard pour cette production et nous vous retrouvons donc bien entendu, très cher ami Issa Diarra. Est-ce que vous êtes avec nous davantage en repérage, Issa? Issa Diarra, est-ce que vous êtes avec nous? Allez, nous vous recevons. Alors les tractations sont allez, les tractations, elles sont donc bien entendu observées depuis un moment du côté du Niger. Il y a du moins on dira, passez-moi l'expression, cette médiation américaine, du moins cette tractation avec les États-Unis pour chercher un véritable compromis. Sauf que jusqu'ici, rien n'avance. Qu'est-ce qui expliquerait ce véritable blocus? Est-ce que les autorités locales ne souhaiteraient pas une quelconque interférence, en tout cas dans la dynamique qui est mise en place du côté du Niger? Je pense qui bloque, premièrement, les Occidentaux ont très vite pour, en tout cas, imposer des sanctions illégales et injustes. Ce n'est pas normal. Vous savez, il fallait prendre les temps, il fallait brandir la menace des sanctions au lieu de, en tout cas, d'imposer ces sanctions. Ce ne sont même pas des sanctions. C'est la guerre économique. C'est la même chose que Bruno Le Maire avait dit à la Russie, qu'ils vont faire effondrer l'économie russe. Et nous savons les résultats aujourd'hui. Donc très tôt, ils ont imposé une guerre économique au Niger. Ensuite, en imposant cette guerre à un pays qui n'a pas de débouchés sur la mer, et fermer toutes les frontières de ses côtés, mais c'est très atroce. Et geler les fonds d'un pays qui est en guerre contre le terrorisme, lequel terrorisme est venu de la Libye par les Occidentaux eux-mêmes. Donc aujourd'hui, limiter le financement du Niger pour ne pas s'octroyer suffisamment de moyens pour combattre ces mêmes terroristes, c'est aider les terroristes, nous le savons il y a longtemps. Donc je pense que les Occidentaux d'abord sont privés de toutes les cartes, en tout cas de pouvoir discuter avec les autorités du Niger. Autre chose qui bloque, les Occidentaux, la formule qu'ils ont à la bouche, quand je parle des Occidentaux, parce que pour moi, la CEDEAO n'existe pas, comme l'a dit un appellant, je salue tous les appelants. La CEDEAO n'est qu'en mission, c'est Macron qui active la CEDEAO comme il le fait. Les Occidentaux, dans ces dossiers, précisément la France, en disant chaque fois que le retour à l'ordre constitutionnel, c'est Bazoum, sont en train, en tout cas, de rendre quasiment impossible toute discussion. Retour à l'ordre constitutionnel ne doit pas vouloir dire Bazoum. Les Nigériens sont des Nigériens. Ils font partir, bien sûr, de l'État nigérien. Ils font partie, bien sûr, de la constitution nigérienne qui a été écrite par les Nigériens et non le contraire. Le retour à l'ordre constitutionnel, la constitution, ce n'est pas autre chose qu'on a parachuté. Le retour à l'ordre constitutionnel ne peut pas se tourner autour de la tête de Bazoum. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est Bazoum qui pose un problème. Si les Occidentaux sont prêts à reconnaître d'abord que le Niger est bel et bien dans une transition, je pense à partir de là, les discussions sont possibles. Mais tant que les Occidentaux disent que c'est Bazoum qui est toujours président, Allah c'est leur président à eux. Les Nigériens pour eux, c'est Abdelrahmane Tchani qui est leur président. Donc là, nous sommes dans un dialogue de sourds. On ne parle pas le même langage. Et pour moi, il faudrait que les Occidentaux, à travers leur, en tout cas, fabrication, la CEDEAO, puissent dire ouvertement qu'on prend note de l'amorce d'une transition. Et quand la CEDEAO reconnaît que bien sûr le Niger est bel et bien dans une transition, et à ce moment, la CEDEAO doit vouloir s'imprégner, s'approcher pour prendre part, en tout cas, ou bien être là, assister à la mise en place des organes de la transition.
Mais si la CEDEAO s'accroche bec et ongle à Bazoum, si Ouattara, Macky Sall, par crainte que cela ne leur arrive, s'accroche bec et ongle à Bazoum, mais il n'y a pas de discussion possible. Le vrai blocage, ce n'est même pas les sanctions en tant que telles. Le vrai point de blocage, c'est que les Occidentaux continuent de dire que c'est Bazoum qui est le président. Or, pour les Nigériens, pour nous panafricains, Bazoum c'est du passé. C'est Abdrahmane Tchani qui est le président. Donc, il est question de reconnaître les autorités de la transition. En ce moment, on discute. Mais tant que les autorités de la transition ne sont pas reconnues, et là, je ne pense pas, je ne vois pas comment on va discuter. Si ces gens-là voient Abdrahmane Tchani comme, je ne sais pas, un rebelle, comme ils l'ont dit, hein, c'est comme ça que certains États de la CEDEAO ont voulu justifier cette intervention auprès de leur opinion. Ils ont dit que le président du Niger a été pris en otage par des rebelles. Et des militaires chez eux, une armée régulière, un état-major qui fait se communiquer, vous traitez ça de rebelles. Voyez le mensonge dans lequel, quand Poutine vous disait que l'Occident c'est l'empire du mensonge, en voici la preuve. Donc le vrai problème, tant que l'Occident ne va pas reconnaître que nous sommes dans une transition, malheureusement on est dans le blocage. C'est le seul point de blocage. Il faut juste déverrouiller ces points et je pense que la discussion pourra avoir lieu. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous et on va certainement écouter deux derniers appelants avant de refermer définitivement cette production d'appel sur le continent. Un appelant qui nous retrouve depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Allô? Ce que je voulais dire, pour que nous puissions vraiment réussir encore, c'est parce que si l'Afrique réussit, c'est parce qu'il y a beaucoup de missions qui se portent en fait sur les faits de ce qu'on dit la communauté, la dite communauté internationale. C'est parce que nous avons Afrique Média, et Afrique Média a été divisée pour parler dans plusieurs pays. Et donc vous voyez que les mensonges de l'Occidentaux sont mis à nu. C'est ce qui permet, en effet, ces réussites-là au niveau de l'Afrique. Vous avez vu? Donc si on améliore la communication, on améliore en fait la télévision, les voies et moyens de télécommunication, je pense que nous pouvons réussir en Afrique, nous pouvons réussir. Vous voyez, nos chefs d'État sont pris en otage. Nos chefs d'État sont pris en otage par l'Occident. Parce que quand ils vont dans les réunions, on dit France-Afrique, vous savez ce qu'ils font là-bas? Si ça vous révéler, là vous allez comprendre un peu. Hein. Quand ils vont là-bas, ils font de certaines... Comment? Quand ils vont là-bas, vous voyez ce qu'ils font? On les prend en otage, on leur donne en fait des femmes, ils font de l'orgie, et puis c'est filmé. Quand c'est filmé comme ça, vous avez vu qu'après, on leur brandit cela. Quand on leur brandit cela, ils n'arrivent plus à se défendre parce que c'est des choses qui sont honteuses. Ils font des choses honteuses là-bas. Quand tout cela sera mis à nu, je pense que l'Occident sera combattu. L'Occident sera combattu, l'Occident sera battu par l'Afrique. Et actuellement, c'est les bonnes mœurs ici en Afrique que nous avons. Nous devons les suivre. Donc merci en tout cas pour Afrique Média de divulguer ce qui est honteux au niveau de l'Occident. Je pense que par là, nous allons réussir. Je voudrais que vraiment tous les Africains puissent s'intégrer, c'est-à-dire montrer la défaillance de l'Occident au travers des télécommunications, au travers des réseaux sociaux. Vous avez ces gens de réseaux sociaux qui ont permis que l'Afrique maintenant connaisse en fait de manière générale tout ce que l'Europe fait, tout ce que l'Amérique fait. Nous depuis longtemps, hein, nous le savions, mais il n'y avait pas de moyens de communication. Vous avez actuellement, quand on essaie de communiquer, ça se coupe, l'internet, ça se coupe, on n'arrive pas. C'est parce qu'il y a WhatsApp. S'il n'y avait pas WhatsApp là, on allait nous identifier et puis nous chercher dans les recoins des pays et puis nous déloger et puis nous assassiner comme on a pu de faire autrefois. L'Amérique, on sait déjà que l'Amérique, c'est une nation prédatrice. Vous avez vu les Américains à leur origine, ce sont des Occidentaux. Les Occidentaux, ils ont dit, c'est, qu'on appelle ça, ceux qui en fait, excusez-moi l'expression, les enfants de putes, les putes, et puis les ivrognes qu'ils ont ramassés pour les mettre en Amérique. C'est l'Europe qui a vidé ces gens de personnes-là. Et voilà maintenant que l'Amérique se vend sur l'Europe. Vous voyez, en fait, comment l'Amérique se retourne contre l'Europe. Vous avez vu, ce sont des gens qui sont très rancunieux, ces Américains. Ils essaient de prendre tout le monde, de dominer le monde entier.
Bon, je vais pas tellement maintenir la parole, mais voilà, c'est tout ça. Si on dévoile et puis on révèle tout, vous allez voir que c'est les Américains, moi, c'est tranquille. Et l'Amérique va perdre d'un moment. D'un moment à l'autre, l'Amérique va perdre parce que toute puissance là retournera au Moyen-Orient. Elle retournera au Moyen-Orient. Et c'est dommage. Merci vraiment pour le service et merci que vous. À vous d'être passé par ici. Un dernier appelant avant de refermer définitivement cette édition d'appel sur le continent avec vous. Issa Diawara, sur la situation véritablement au Niger, et vous l'avez dit, le blocus est observé parce que la communauté dite internationale ne voudrait pas adouber véritablement ce coup de force qui est observé du côté du Niger, et aussi longtemps que ce coup de force ne sera pas adoubé, ça sera donc un véritable statu quo total qui profitera en tout cas au peuple nigérien qui a soif d'une véritable alternance, pas une alternance pour une alternance, mais une alternance qui sera véritablement profitable aux Nigériens, qui a bien entendu soif de profiter de l'immensité, en tout cas de la richesse de son sous-sol. Alors Issa Diawara, pour refermer définitivement donc cette production, on vous retrouve avec notamment en ligne de mire ce sommet de la CEDEAO qui est annoncé pour jeudi, alors que les positions sont de plus en plus caduques. Les autorités nigériennes qui ne souhaitent véritablement pas une quelconque ingérence dans la dynamique de transition qui est mise en place à CEDEAO, qui est assez chancelante. Elle a du mal à assumer véritablement ses positions. L'Union européenne, elle également, qui n'a pas droit de citer dans la question nigérienne. L'Union africaine, qui est bien entendu inexistante, sinon du moins invisible sur une quelconque action, qu'elle soit d'ordre d'une véritable médiation de paix ou alors d'encadrement de cette situation. Alors, à quoi s'attendre finalement dans les jours qui arrivent, en tout cas en ce qui concerne le dossier nigérien? D'abord, à quoi s'attendre? Vous savez pourquoi cette difficulté quand je dis que tant que les autorités de la transition ne sont pas reconnues, il y a blocage, aucune discussion n'est possible. Pourquoi? Vous savez, c'est la survie du Niger aujourd'hui contre la survie de l'Occident. C'est ce bras de fer qui est engagé. Pourquoi l'Occident adoube tant Bazoum? Ce n'est pas le seul chef d'État renversé en Afrique. Ils vont vous dire un coup d'État de trop mort. C'est un coup, en tout cas, porté aux intérêts de trop. C'est ça la réalité, Madame Sad, du côté du Sénégal. Parce qu'en réalité, c'est l'uranium. Vous le savez, l'enjeu principal, c'est l'uranium. On parle de gaz, on dit que haute mer, l'enjeu principal, c'est cette question d'uranium. Parce que du côté, les pays qui produisent le plus d'uranium, mais quand si ce n'est pas le Niger, la France n'est pas avoir l'uranium avec l'Ouzbékistan ou le Kyrgyzstan. Et de ces deux côtés, le Kazakhstan, et l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, c'est des pays dont la production de l'uranium est contrôlée par les Russes.